Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Nous sommes très heureux de continuer cet événement incontournable pour l'ensemble des professionnels. Je parle de la fête de la radio et bien sûr de ses assises, avec deux tables rondes aujourd'hui et des keynotes très intéressantes. Je vais tout de suite donner la parole au président de l'association pour la fête de la radio, Lionel Guiffant, et remercier nos partenaires qui sont bien entendu Towercast, le ministère de la Culture, l'ARCOM et DAB+. Merci à tous pour votre présence et bon débat. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, très rapidement, cette année, la fête de la radio continue. C'est la deuxième saison, évidemment. Et pour l'instant, on n'a pas pu organiser de grands événements compte tenu d'un planning un petit peu raccourci. Mais il y a quand même 1200 radios qui profitent de ça pour habiller leur antenne sur 6000 fréquences et faire à la fois se servir de tout ce qui a été mis à leur disposition en audio et également sur les réseaux sociaux avec toute la partie vidéo. Donc voilà, écoutez, merci du soutien de tout le monde, de l'ARCOM, de Towercast, de DAB+, et du ministère de la Culture. Je donne la parole à Raphaël Hérault. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée de la fête de la radio, deuxième fête de la radio. Towercast qui est né de la radio FM dans les années 80 et qui vous accompagne depuis dans le développement de la FM et du DAB+, est vraiment fier et ravi d'être là pour la deuxième année. Nous continuerons à vous accompagner au gré des appels à candidature de l'ARCOM sur la FM, au gré du déploiement du DAB+, métropolitain, régional et local. Et cette première journée d'hier a été vraiment splendide parce qu'elle nous a permis de se retrouver entre nous. Ça faisait déjà 3 ans que Philippe n'avait plus pu faire de salon. Et merci pour l'organisation. Nous sommes fidèles à tes côtés depuis le début où tu as commencé avec ton père. L'année prochaine, visiblement, ce sera encore plus gros. Et j'espère que nous pourrons être là tous ensemble. C'est un grand plaisir de rencontrer des passionnés de radio. On était aux côtés des Indés Radio il y a quelques semaines pour fêter leurs 30 ans. On a eu l'occasion avec Jean-Éric de se rappeler nos débuts chacun à la radio en 82. Je vois Jean-Michel, ça me rappelle son début à la radio aussi. C'est cool de se retrouver entre passionnés. Continuons de faire vivre ce beau média, le développer au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Et en DAB+, Hervé, tu sais que nous sommes là et nous sommes aux côtés des éditeurs. Merci à tous. Très bonne journée de cette fête de la radio 2022. Bien, écoutez, je crois qu'on est presque prêt pour donner le coup d'envoi de cette matinée. On va aborder 2 thèmes. Le premier consacré à la diffusion, à la distribution et à la réception. Et avant cela, Hervé Goetschau, le président du groupe de travail radio et audio numérique à l'ARCOM, pour une intervention relativement courte, mais forcément toujours très pertinente et intéressante. Hervé Goetschau. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Autant vous dire que je suis très très heureux d'être là d'abord pour cette deuxième journée de la fête de la radio, deuxième édition, un chapitre 2 qui est d'ores et déjà un succès dont on peut imaginer que ça va augurer d'autres éditions dans les années qui viennent et s'inscrire véritablement dans le paysage. Et puis pour cette deuxième journée, matinée des assises de la radio, celle d'hier était vraiment très très bien. Alors, en levée de rideau, on va dire, de la table ronde à venir dans quelques instants, je me proposais pour camper le décor en quelque sorte, de vous faire un point en quelques minutes sur le déploiement du DAB+, dont je pense qu'on va pas mal parler ce matin, entre autres choses. Et je vais commencer par le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 42. 42%, c'est exactement 42% de la population est dans une zone couverte par au moins un allotissement du DAB+, au moment où on se parle. Le démarrage réussi des 2 multiplexes métropolitains en octobre dernier a été déterminant. Et 42%, il faut le rappeler, c'est au-delà de ce que l'ARCOM avait prévu pour 2023. Et ce, malgré la crise sanitaire que nous avons traversée. La crise de la Covid a pourtant fait voler en éclats la feuille de route initiale, comme vous le savez. Et nous avions alors le choix, soit reprendre le rythme initialement envisagé,
en le décalant, et auquel cas on prenait 2 ans de retard, ou alors accélérer le pas en densifiant tout en réduisant le nombre d'appels à candidature. Et c'est ce que nous avons décidé. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage, je ne crois pas qu'il soit déjà arrivé, mais on leur transmettra au dynamisme et à la détermination de la direction radio et audio numérique de l'Arcom, de François-Xavier Mélon et François-Xavier Bergot, et de toutes leurs équipes avec qui je travaille tous les jours. Alors d'ici à la fin de 2022, 26 allotissements auront démarré. Depuis le début de l'année, les multiplexes de Saint-Étienne local, Annecy local, Annemasse, Chambéry et Grenoble étendue, mais aussi Haguenau, et les étendues de Orléans, Poitiers et Tours il y a quelques jours, ont démarré. Suivront cet été les démarrages des multiplexes locaux d'Orléans, Poitiers et Tours, et de La Rochelle. Et entre septembre et décembre, sous réserve pour certains allotissements, merci pour le son, de la coordination internationale, s'allumeront les multiplexes d'Amiens, Reims, Troyes, Metz, Nancy, Besançon, Brest, Rennes, Caen, Le Mans, Angers, Clermont-Ferrand, Limoges, Montpellier, Bayonne, Nîmes, Pau et Perpignan. Et nous serons alors à plus de 50% de couverture de la population. Parallèlement, les membres des multiplexes métropolitains, que je salue, travaillent au sein des multiplexes, mais aussi en dialogue entre les multiplexes avec l'Arcom, au déploiement des antennes nationales, avec pour objectif une couverture de 50% des autoroutes à l'été 2023. Pour vous faire une idée, cela représente 3500 km d'autoroutes supplémentaires. 2 critères pourraient orienter ce projet. Le premier, la mise en cohérence avec le déploiement du DAB+ à l'échelle locale. Et le deuxième, la desserte des agglomérations les plus peuplées, qui sont également distribuées par des autoroutes, ce qui permet évidemment d'optimiser la couverture en nombre d'auditeurs potentiels. Mon prédécesseur, Nicolas Curien, que vous connaissez tous, avait énoncé le plan des nœuds et des arcs. Pour ma part, je parlerai plus désormais en fait d'un puzzle pour lequel nous avons commencé par les plus grosses pièces et où nous allons continuer en plaçant des pièces de plus en plus petites pour parvenir à une couverture optimale et quasi complète du territoire. Ça, c'est un point qui est très important parce qu'il laisse entrevoir pour certaines radios, je pense notamment aux radios associatives, dont l'audience est très concentrée, notamment dans des zones rurales, la possibilité à terme de créer des allotissements ad hoc de petite taille répondant à leurs attentes. De là à envisager un jour la création de ce qu'on appelle les small scale DAB comme au Royaume-Uni, il n'y a qu'un pas. 565 radios sont autorisées ou sur le point de l'être, parmi elles de nombreux nouveaux services. Je ne les citerai pas tous, mais tout le monde connaît désormais Mélodie, Crooner, Pitchoun, Erzen, Skyrock Classics, bientôt rejointes par Live Festival, Dance One, Figaro Radio, etc. Depuis 1 an et demi maintenant, la quasi-totalité des postes de radio mis en rayon sont équipés d'une puce DAB, c'est la loi. Il en est de même des autoradios montées sur des véhicules neufs qui sont désormais compatibles DAB+. Et autant dire, le renouvellement du parc est plutôt dynamique. Selon les derniers chiffres de GFK, 444 000 récepteurs DAB ont été vendus en France en 1 an, soit une hausse de 48% entre avril 2021 et mars 2022, ce qui est plutôt une belle performance quand on sait que le marché est plutôt atone. Couverture, offre média, équipement, vous le voyez, tout progresse assez rapidement. L'un des enjeux majeurs maintenant, je pense qu'on aura l'occasion également d'en parler ce matin, c'est la mesure de l'audience du DAB. On sait de manière empirique que les gens sont à l'écoute, mais dans quelle proportion? Eh bien ça, on ne le sait pas. Sur un bassin de population comme Paris et sa banlieue, où il y a quand même près d'une centaine de radios qui sont disponibles en numérique hertzien, il n'est pas possible de distinguer les audiences de la FM de celles spécifiques du DAB. Il est difficile dans ces conditions de monétiser et donc de rentabiliser le DAB. Cela doit évoluer. Et puis l'autre enjeu, évidemment, qui va avec le premier, c'est de faire connaître le DAB au grand public, afin qu'il gagne en notoriété. Et cela passe par sa promotion. Alors je suis à cet égard, nous sommes à l'Arcom particulièrement heureux de la création de l'association Ensemble pour le DAB+, qui réunit les acteurs de la radio en partenariat avec les constructeurs et les diffuseurs et qui va s'employer à coordonner des actions tendant à faire découvrir la radio numérique terrestre aux auditeurs, actions dont le financement, il faut le souligner, sera abondé par le ministère de la Culture cette année.
Dans l'intitulé de cette structure, le mot « ensemble » est capital. Car sur ce sujet, comme sur d'autres, il n'y a que main dans la main que vous y arriverez, que nous y arriverons. Et vous le savez, l'ARCOM sera toujours à vos côtés. Je vous remercie. Merci beaucoup Hervé. Je vous présente très succinctement, très rapidement celles et ceux qui vont échanger avec nous. Anne-Marie de Média Meeting, Serge de France Média Monde, Jean-Michel de Radio France, Pierre de Sun, c'est une super radio installée à Nantes qui a d'ailleurs engagé un processus de diffusion en DAB+, depuis... je n'ose vous le dire, de très nombreuses années. Jean-Éric, qui représente Radio Player, vous savez, c'est cette petite application qui a été lancée tout récemment. Et puis Karim, qui dirige RMC, la radio RMC. Nathalie Sonac, cette fois-ci que vous connaissez forcément, puisqu'elle a évolué pendant de nombreuses années au sein du Conseil supérieur de l'audiovisuel, rebaptisé pour le coup l'ARCOM, et qui va vous proposer, elle aussi, une rapide présentation du secteur et du marché. Nathalie, c'est à vous. Je vais me mettre de ce côté. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous et merci pour cette invitation. Avant de commencer cette keynote donc consacrée à l'état économique du secteur de la radio, je souhaite évidemment remercier chaleureusement mes anciens collègues et amis, Roch-Olivier Mestre et Hervé Gaucho, qui est encore là. Merci beaucoup pour ton invitation, Hervé, et pour cette présentation. Je suis évidemment très heureuse de vous retrouver. Pour certains, évidemment, beaucoup que j'avais vu au CSA, anciennement ARCOM. Alors, cette petite keynote d'une quinzaine de minutes, j'essaierai de ne pas être trop longue, mais peut-être de poser l'état des lieux. Je peux dire que le monde des médias traditionnels que comprend la radio, mais aussi la télévision, la presse écrite, le cinéma, vit un véritable Big Bang. Alors, ce Big Bang, il est traversé par des révolutions qui sont de plusieurs ordres, des révolutions techniques, économiques, d'usage, des transformations, en fait, qui émanent de cette lame de fond que sont, et maintenant c'est classique de le dire, la numérisation d'information et puis les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors le numérique a envahi nos vies et les modalités de production, de consommation, de distribution, je vous remercie beaucoup, et de diffusion des produits culturels, en fait, s'en trouvent totalement modifiées. Alors avant d'entrer dans le cœur de cette économie de la radio et faire avec vous quelques chiffres, peut-être commencer par évoquer 3 révolutions rapidement, mais qui sont à l'origine de toutes ces transformations et qui, en les appréhendant, on comprend bien qu'aujourd'hui elles se combinent, elles construisent finalement notre avenir, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais revenir dessus. Alors d'abord, une révolution complètement technologique. Donc le numérique offre de nouvelles modalités d'accès au contenu, le DAB+, on a vu ça, mais la fibre, la DSL, OTT, une offre en fait plus élargie, variée, plus riche, et des innovations technologiques qui laissent la place à des nouveaux formats comme le podcast, mais bien d'autres encore. De nouveaux formats, je pense à la tablette, l'ordinateur, le téléphone, mais finalement aujourd'hui, on parle aussi d'enceintes connectées, de box, de consoles et de smart TV pour écouter la radio. Alors après cette révolution technologique, on a une révolution clairement qui est économique. Alors cette révolution économique, on voit le développement du numérique qui s'accompagne d'un changement de structure de marché avec la captation de la valeur par des acteurs qui sont puissants. Alors, le paysage radiophonique et plus généralement le paysage médiatique se reconfigure en la présence de nouveaux acteurs qui, aujourd'hui, occupent une position qui est hégémonique dans la sphère médiatique. Je pense à Apple, je pense à Amazon, je pense à Google, qui sont déjà leaders sur le marché des enceintes connectées, mais aussi aux plateformes nouvelles comme Spotify, Deezer et SoundCloud, qui sont dominantes cette fois-ci sur le marché du streaming musical. Alors, des plateformes dont le business model fragilise celui des médias traditionnels, siphonnent leurs recettes publicitaires, mais imposent aussi des nouveaux modèles de recommandation qui reposent sur la collecte massive de données, l'exploitation par des algorithmes de recommandation ou encore l'intelligence artificielle. Enfin, une dernière révolution, si j'ose dire, celle qui nous embarque, et l'ouvrage de Philippe Lombardo et Lou Wolf sur 50 ans de pratiques culturelles qui est paru en 2020 le dit bien, cette révolution d'usage. Alors, elle est particulièrement éclairante à cet égard parce que les auteurs montrent en fait la place croissante prise par les pratiques audiovisuelles par les Français, dans le quotidien des Français, et depuis une décennie, par le développement des pratiques culturelles numériques. Alors, quelques chiffres. Un tiers des Français écoutent de la musique en ligne, 44% jouent à des jeux vidéo, les 3/4 des 15-24 ans regardent des vidéos en ligne. Les plus jeunes vont se singulariser par des pratiques numériques car elles sont complètement devenues majoritaires dans leur quotidien, au détriment des médias dits historiques.
Alors, si l'on pointe en fait sur l'essor de l'écoute quotidienne de musique au fil des radios, cette fois-ci au fil des générations, pardon, mais cette fois-ci hors radio, eh bien, c'est celle qui a connu le développement historique le plus dynamique. On est passé des chaînes hi-fi aux baladeurs jusqu'au smartphone, qui est devenu aujourd'hui, ce téléphone portable, le premier terminal culturel nomade. 73% des 15-24 ans utilisent ces nouvelles technologies en ligne, flux, streaming, pour écouter de la musique, seulement contre 12% pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Donc on voit bien que la musique aujourd'hui, c'est encore et toujours la première motivation d'écoute de la radio. Dès lors, l'écoute en ligne devient un enjeu crucial pour les radios. Alors maintenant qu'on a posé un peu ces jalons, parce que par après ça reviendra, voyons comment ce changement de paradigme finalement se traduit en chiffres, comment le secteur de la radio se réorganise et quelle est sa nouvelle économie. Alors, en chiffres encore, malgré un niveau d'écoute qui est largement élevé, une confiance appuyée des Français, on le disait tout à l'heure, 40 millions d'auditeurs, pour autant, ce que l'on constate, c'est que l'écoute linéaire connaît une décroissance qui est marquée dans le temps. 2h38 de DEA en 2022 contre 2h56 en 2012. Donc, une durée d'écoute qui est celle-ci, par contre, particulièrement faible chez les plus jeunes. Donc là encore, la question de l'évolution de l'audience au cœur des débats eh bien, représente, et Hervé le disait tout à l'heure, un enjeu crucial pour l'économie du secteur. Deuxième élément qui me semble important, c'est le modèle économique des radios commerciales privées qui aujourd'hui est fragilisé. Pourquoi ? Si je regarde le montant des dépenses de communication des annonceurs, en 2021, c'est 31 milliards d'euros. Donc, c'est un marché qui a particulièrement été impacté par la crise de 2019, mais il faut savoir qu'à chaque fois, en fait, la communication, ça a toujours été le premier poste de dépense qui est coupé par les entreprises lorsqu'on a des crises, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient, comme nous l'avons vécu, sanitaires. Donc, il est intéressant de regarder, en fait, ce marché de l'investissement publicitaire il y a 10 ans, où on constate que finalement, le montant est totalement flat. 30 milliards à l'époque, on évalue à 31 milliards aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment en fait il se découpe. Il y a 10 ans, on avait 2/3 des investissements des annonceurs qui allaient dans le hors-média, annuaire, marketing, page jaune, et 1/3 dans les médias, nos 5 médias traditionnels et historiques. Si je regarde en fait le marché, comment il se décompose aujourd'hui, eh bien le découpage est le suivant. On a 7,9 milliards qui sont investis donc dans nos 5 médias traditionnels. On a 14,8 milliards qui partent dans le hors-média, et puis il y a 8,2 milliards qui est investi dans les médias numériques. Donc, on voit bien que le numérique, c'est 26% déjà du montant total de ces investissements, lorsqu'il y a 10 ans, il était simplement un petit fil dans les histogrammes des dépenses des investissements publicitaires. Ça, c'est dans le modèle économique. Aujourd'hui, on voit bien, il est fragilisé. Si l'on zoome maintenant sur les revenus de la radio, et donc je remercie d'ailleurs François-Xavier Mellon pour m'avoir donné quelques antisèches chiffrés, merci l'ARCOM, 3 sources de revenus pour la radio. Le fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER, que vous connaissez bien, la CAP et donc les revenus publicitaires. Si je prends les chiffres et je le compare cette fois-ci de 2020 à 2006, donc sur 14 ans, eh bien ce qu'on constate, c'est que finalement, là encore, on est toujours flat, c'est-à-dire qu'on a à peine évolué 1,3, 1,2 milliard d'euros sur 14 ans. Mais par contre, dans le découpage, une fois encore, c'est plus 19% dans le fonds de soutien, c'est plus 15% pour la CAP, mais c'est moins 36% pour les revenus publicitaires nationaux et locaux. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Je reviendrai, c'est que c'est un modèle économique, dont je vous le disais, des radios privées qui est fragilisé. Et si maintenant je regarde le modèle économique des radios publiques, là en l'occurrence, il est en stand-by, si vous me permettez cette expression, parce qu'avec la suppression de la redevance, on imagine bien qu'il y aura un plan de programme pluriannuel qui est envisagé, en tout cas on l'espère bien, mais pour autant, ça laisse tout de même encore planer une inquiétude sur cette économie, cette fois-ci du public. Alors, derrière ces chiffres que je vous ai donnés brièvement, ce qu'il faut lire, en tout cas moi ce que j'en tire comme conclusion, c'est qu'il y a un véritable renforcement de l'intensité concurrentielle, les fameux moins quasiment 36% de recettes publicitaires pour le secteur. Donc le numérique, finalement, a rendu les industries culturelles et créatives exposées à la concurrence. Sous son impulsion, le secteur se réorganise. Il est clair que le secteur de la radio, comme celui des médias, se réorganise. On voit de nombreuses opérations de consolidation dans les médias depuis quelques années aux États-Unis. On le voit en Europe, des opérations de rapprochement, de fusion, d'acquisition. Si je regarde le secteur en France, rien que sur le secteur radio, finalement, on avait déjà une première réorganisation intra-groupe qui avait eu lieu en 2017
avec la CLT UFA, filiale de RTL Group, qui avait cédé ses radios qui sont RTL, RTL2 et Fun Radio à une autre filiale du même groupe. C'est pas anodin et c'est la raison pour laquelle je le dis, sur Métropole TV, donc la société éditrice de M6. Depuis 2021, on a la fusion des groupes Bertelsmann et Bouygues qui est à l'étude. La presse évoque le rapprochement souvent des chaînes de TF1 et M6. Mais cette opération, elle concerne évidemment aussi le secteur de la radio. Déjà parce que TF1 détient le groupe RTL et parce que M6, pardon, pas encore, je suis allée trop vite. M6, pardon, détient le groupe RTL et TF1 gère la publicité des Indés radios, donc un GE de 130 radios. Autre opération d'acquisition, elle concerne le rachat du groupe, par le groupe Bolloré du groupe Lagardère, qui est propriétaire de la station emblématique connue de tous, donc Europe 1. Et puis j'en viens quand même à avril 2021, le lancement commercial donc, de Radio Player France, donc des groupes publics et privés, donc les Indés radios, nos 130 radios, mais aussi M6, Next Radio, Énergie, Radio France, ont conclu un accord de partenariat avec la société anglaise, donc Radio Player, pour diffuser toutes les radios de ce groupe. En 2022, si je ne me trompe pas, on compte 230 radios et 700 web radios qui sont disponibles sur cette plateforme. Pour vous dire que notre société, elle a changé. Elle est devenue une société civile numérisée. On le disait déjà avec Xavier Grève dans un ouvrage qu'on avait intitulé Culture Web en 2008. Dans cet environnement numérique, la radio, elle a perdu le monopole de la mobilité. Les médias se retrouvent en concurrence directe les uns avec les autres, en concurrence avec les plateformes, et certaines occupent des positions hégémoniques dans notre espace informationnel. Ça pose des problèmes sur le plan démocratique. Baisse du pluralisme, hausse de la concentration, remise en cause de l'espace public, utilisation des données personnelles, ça aussi, c'est le secteur de la radio. Dans ce nouvel environnement numérique, les médias traditionnels semblent aujourd'hui en danger. C'est la raison pour laquelle, et surtout le jour de la fête de la radio, c'est l'occasion pour moi qui m'est donnée ici de rappeler que nos médias sont indispensables. Indispensables sur le plan démocratique, indispensables sur le plan économique, parce que les médias sont une industrie dont il nous faut préserver le tissu économique sur le sol européen pour des raisons d'emploi, de PIB, d'exportation, de croissance. Les médias sont évidemment indispensables sur le plan culturel pour des raisons de diversité et d'innovation créative. Alors comment, dans cet environnement-là, l'audio va-t-il s'imposer à l'ère numérique? C'est le sous-titre de l'ouvrage de Mathieu Gallet, ancien PDG de Magellan et ancien PDG, enfin PDG de Magellan et ancien PDG, sans trop regardant évidemment que j'y pense, de Radio France, donc dans son ouvrage Le nouveau pouvoir de la voix. En fait, quelle est effectivement, comment elle va pouvoir s'imposer? Bien, moi, je pense que dans ce nouvel environnement, les médias traditionnels, ils ont déjà su s'adapter, se transformer. Et certains médias considèrent le numérique comme un levier de transformation et pas simplement comme un levier de croissance. Quelques pistes de transformation sur lesquelles vous, médias, vous vous êtes déjà engagés. Je l'ai évoqué, mais c'est celui qui peut-être me marque, alors je commence par celui-ci, par la création de la plateforme Radio Player France. Elle est déjà distribuée sur de nombreuses applications et enceintes connectées. Elle a déjà conclu un accord avec Amazon pour devenir une interface directe d'écoute sur l'enceinte Alexa, et elle pourrait être embarquée, si ce n'est pas déjà fait, sur certaines voitures du groupe Renault. Deuxième piste de transformation, c'est évidemment l'audio à la demande, avec des podcasts natifs qui construits de thématiques de niche qui sont peu couvertes par la radio. On y trouve le service public qui est très fort, mais aussi des éditeurs indépendants qui bénéficient d'un modèle d'autodistribution et qui n'a pas besoin de passer par un agrégateur tiers. C'est le cas de Magellan, c'est le cas de Sibel. Les podcasts en replay, ils ont des contenus qui sont déjà diffusés à la radio et c'est eux, encore à l'actuel, qui représentent la majeure partie de l'audience. Donc on voit bien que le streaming aussi musical, à côté de ces podcasts natifs et de ces podcasts en replay, le streaming musical, on observe aussi une très forte concentration au niveau de la distribution. On peut dire, avec Apple notamment, ils sont Apple Podcast, il est présent, mais il est toutefois concurrencé par Deezer et Spotify. Dernière piste de transformation, il y en a d'autres encore, les web radios qui apportent clairement aujourd'hui une audience complémentaire qui est indispensable au groupe de radio. Je pense à France Inter, à RMC, à France Info. Et puis enfin, les enceintes connectées qui à commande vocale, haut-parleurs remplis de capteurs et dotés d'assistants vocaux intelligents qu'on installe chez soi. On a déjà parmi les constructeurs de ces enceintes Apple, Google, Amazon. Dans les assistants vocaux, on a Siri, on a Google Assistant, on a Alexa. Mais ce que l'on constate, c'est qu'on a déjà aussi 16% des foyers français qui, en 2021, sont déjà équipés.
Et arrive derrière eux la plateforme Alibaba, qui est l'Amazon chinois, et qui lui aussi a déjà lancé son enceinte connectée. Quel est leur objectif? Mettre en place un outil multifonction qui soit connecté à nos téléphones portables, à nos tablettes, à nos téléviseurs, avec une interface unique pour collecter toute la data. C'est bien l'objectif de l'opération. C'est un marché qui est estimé en 2026 à plus de 125 milliards de dollars aux États-Unis. Donc, on voit bien que la maîtrise de la technologie et des technologies de personnalisation sera un des enjeux et un des piliers stratégiques dont la radio a besoin. Une fois encore, Mathieu Gallet le dit bien et le présente ainsi dans son ouvrage. Alors, pour ne pas être trop longue non plus et laisser évidemment la place aux échanges et à vos échanges de table ronde, je souhaiterais quand même terminer mon propos sur les grands enjeux du secteur de la radio et du secteur radiophonique. Il existe évidemment des enjeux économiques qui tournent autour des questions de partage de valeur, de monétisation, mais aussi de commerce en ligne, de référencement, de publicité ciblée. Il existe évidemment, je ne peux pas ne pas les rappeler, des enjeux démocratiques qui relèvent du pluralisme et de la diversité, mais il existe enfin des enjeux de régulation. Et je pense à celui en particulier, et cela ne vous étonnera pas de là où je viens, du cadre de la régulation pour l'économie de la donnée, qui me semble absent de la loi promulguée le 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles et à l'ère numérique. En fait, les données sont une richesse première de l'économie numérique. Leur valeur réside à la fois dans leur usage, mais aussi dans les traitements, dans les croisements avec d'autres données, ou encore dans leur circulation. Et nos multiples consommations en ligne pour échanger, pour travailler, pour interagir, pour se divertir, laissent des milliers et des milliers de traces qui sont un moyen pour les entreprises qui vont les collecter, qui vont les traiter, et qui vont les trier, qui vont les assembler, de nous fournir encore des nouveaux services et surtout une façon pour eux de mieux nous connaître. Alors la nouvelle mise en données du monde n'épargne pas, comme nous avons pu le voir, l'univers des médias. Nos pratiques d'information culturelle et de divertissement se font massivement en ligne, là où les médias traditionnels doivent faire face à des plateformes numériques qui, une fois encore, ont envahi cette sphère informationnelle et communicationnelle. Ces plateformes recourent à cette collecte massive de données, ça leur a permis d'acquérir un pouvoir de marché considérable. Et donc, dans cet univers, l'accès direct aux données, générales ou personnelles des utilisateurs, et pour celui qui les possède, pour celui qui les contrôle, est devenu une source de profit assuré. Il nous faut donc créer un dispositif qui assure des conditions d'accès équitables et loyales aux données de consommation pour les éditeurs et les distributeurs, un dispositif qui assure un partage des données et enfin un dispositif qui assure un partage de la valeur de la donnée. Voilà, c'est certes une question juridique qui a des enjeux économiques considérables, mais c'est également une question, me semble-t-il, de souveraineté culturelle. Je conclurai mon propos en citant la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, phrase que j'ai déjà eu l'occasion de citer, mais que je ne m'en lasse pas et je souhaite partager ce matin avec vous pour fêter tout de même la radio. C'est que pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais juste de le rendre possible. Donc on compte sur vous. Merci beaucoup. Voilà de quoi moissonner, si j'ose dire, nos discussions durant les prochaines minutes. Pourquoi avoir fait le choix du DAB et seulement et uniquement du DAB+, Anne-Marie de Couvreur, vous qui êtes la présidente de Media Meeting, pour m'autoriser une nouvelle radio que les Parisiens peuvent d'ailleurs écouter depuis quelques semaines, enfin on va en dire un moment, il s'agit d'RZN Radio. Pourquoi uniquement ce choix? Pourquoi ne pas avoir postulé, ma foi, en FM? Alors bien sûr, parce qu'il y avait là une opportunité historique pour RZN de voir le jour et aussi parce que nous croyons profondément, comme tous les gens qui sont ici ce matin, au DAB+, et à la qualité de cette technologie et à l'avenir qu'elle va apporter à RZN Radio. Je crois qu'on est là, on est la preuve vivante que des éditeurs nationaux croient véritablement au DAB+. Il y a, Jean-Éric Valli, la courbe de l'audience hertzienne, il y a la courbe désormais de l'audience numérique. La question que je me pose depuis quelques semaines, c'est de savoir quand est-ce que ces deux courbes vont se croiser. On aimerait bien le savoir. Enfin, personnellement, je pense que c'est sympa de ne pas tout savoir, parce que ça, voilà, ça nous permet d'imaginer et d'être surpris.
Je crois qu'on est toujours surpris positivement par ce que nous offre la vie. Alors, je vais prendre un exemple. Évidemment, dans ta question, il y a l'impact du DAB+. En France, on a démarré assez tardivement le DAB+. Il devrait avoir une place plus importante déjà aujourd'hui, donc ce n'est pas le cas. Donc, ça va perturber un peu, ou ça perturbe un peu notre vision du digital et de la demande du public dans le digital. Donc, je vais prendre un exemple en Angleterre où, au premier quadrimestre 2022, 90% des Anglais écoutent la radio chaque semaine, donc c'est un volume d'audience très important. L'écoute numérique dans cette audience, elle représente 68%. Donc c'est intéressant, hein, ça veut dire que la FM est en train de, naturellement, hein, sans qu'aucun émetteur ne soit éteint, est en train de se réduire petit à petit parce que c'est la force du son digital. Je crois qu'on ne doit pas l'oublier. Hein, souvent, en professionnel de la profession, on est moins auditeur et on prête moins attention à des choses qui sont très importantes pour l'auditeur, qui se paraissent évidentes pour n'importe quel auditeur, mais parfois, paradoxalement, pas assez pour nous. Donc le son digital est très important, 68% de l'écoute en Angleterre. Et dans ces 68%, 41%, c'est-à-dire la majeure partie de ces 68%, c'est du DAB+. Donc mémorisez vraiment ça parce que, alors, pourquoi? Parce que finalement, Internet, c'est un très bon son aussi. Pourquoi c'est pas égalité finalement? Eh bien parce qu'il y a un facteur qui compte énormément dans la radio, c'est la simplicité. Pour un auditeur, voilà, écouter un poste de radio, c'est extrêmement simple. Et du coup, voilà, du coup, ça compte beaucoup. Alors, toujours en Angleterre, pour terminer avec l'Angleterre, les enceintes connectées, ça représente 10% de l'écoute. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Alors, du coup, quand vous regardez, le DAB+, c'est la majeure partie de l'écoute digitale. Et dans ce qui reste, c'est-à-dire Internet, il y a la moitié qui est via les enceintes connectées. Là aussi, on retrouve le phénomène de simplicité. Donc, c'est possible que ces deux courbes se croisent. Mais bien sûr, en France, on est un peu atypique du coup, parce qu'on pourrait considérer qu'aujourd'hui, même si le DAB couvre 42% de la population, ce n'est pas le cas en matière de récepteurs. On a à peu près 16% des Français qui écoutent un support multimédia aujourd'hui pour écouter la radio. L'enceinte connectée est passée en deuxième position. En première position, le téléphone avec plus de 5 millions d'auditeurs. 1 million d'auditeurs sur les enceintes connectées avant les ordinateurs. C'est un petit changement, un petit glissement qui est intéressant à constater. Alors, sauf que ce ne sont pas les opérateurs qui décideront, mais les auditeurs, on est d'accord. C'est l'auditeur qui décide, il nous appartient de faire toutes les propositions. C'est pour ça qu'on fait aussi bien du DAB que Radio Player. Jean-Michel Candin, la bascule entre la FM et le DAB+, en France, est-ce que c'est une question qui est envisageable déjà à l'heure actuelle, si vous réussissez à trouver un micro, mais vous en avez un? J'en ai un, oui, pas de problème. Non, pas aujourd'hui, non, certainement pas. Le déploiement, de mon point de vue, commence. Alors quand je dis qu'il commence, en fait, il est en train de tourner, de virer très profondément, parce que sur les étendues, Hervé Gaucho l'a rappelé, on va atteindre quand même les principales agglomérations françaises. Pour ce qui concerne le métropolitain, donc nous sommes sur le M2, Radio France préside le multiplex et nous avons nos camarades d'Altis Média et de Lagardère qui sont présents sur le multiplex. On est en train de travailler sur la phase 2 qui normalement démarre second semestre 2023. Et je peux vous annoncer sans problème que nous, on tiendra l'objectif qui est fixé par l'ARCOM, bien évidemment, c'est dans le cahier des charges, à savoir 50% des autoroutes, etc., etc. Mais si je regarde concrètement ce que ça donne, notre estimation, c'est une couverture d'environ 34 ou 35 des 40 premières agglomérations françaises qui porterait la couverture en population, parce que c'est ça qui est important, entre 35 et 40 millions de personnes, donc plus de la moitié de la population française. Néanmoins, la FM tiendra une place, on va dire, toujours déterminante durant la prochaine décennie. Ça, c'est une certitude, c'est votre expérience qui vous le fait dire. Pourquoi vous voulez absolument que j'arrête la FM ? En tant qu'observateur, je constate qu'en Europe, certains pays ont annoncé des switch-off. Non, mais c'est un débat. J'étais avec notre président, dont on a cité le nom plusieurs fois, Mathieu Gallet, à Oslo, le jour où, avec mon camarade Laurent Guémier, le jour où ils ont arrêté la FM. Ouais. Bon, c'est pas du jour au lendemain. Nous devons, pour un certain nombre de nos programmes, c'est une obligation d'assurer la couverture. Et aujourd'hui, la couverture d'un programme comme France Inter, par exemple, à 96% de la population, n'est pas garantie avant quelques années sur le DAB. Après, il faut que les habitudes d'écoute suivent. Sur ce point d'ailleurs, puisqu'on mentionnait tout à l'heure
les chiffres. J'ai un petit désaccord avec Jean-Éric, mais on est d'accord sur le fond. C'est que nous, on souhaite précisément savoir effectivement ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a d'ores et déjà, nous, diversifié les départs, ce qu'on appelle en technique, diversifier les départs de 50 programmes, c'est-à-dire de nos 6 radios nationales et de chacune de nos 44 locales, pour pouvoir connaître ce qui part sur le DAB, ce qui part sur la FM, ce qui part sur le numérique, en stream bien sûr, ce qui fait quand même 150 départs qu'on est en train de mettre en place. Et on appelle de nos voeux, évidemment, la solution qui nous permettrait de le savoir, l'audimétrie. Ouais, j'imagine. Ouais. Karim Nedjari, en tant que patron d'RMC, est-ce que vous vous posez la question, et pas seulement en vous rasant le matin, si j'ose dire, comment l'auditeur va écouter la radio en 2025, en 2035 ? Est-ce que c'est quelque chose pour un gars de programme, c'est ce que vous êtes, qui revient régulièrement, cette interrogation ? À RMC, on a un standard. Et au standard, tous les jours, il y a 1500 personnes qui appellent. Sur les 1500, il y en a 150 qui passent à l'antenne. Ce standard est géré par une dame qui s'appelle Catherine Gestin, qui est pour moi le centre de notre projet. Pourquoi ? Parce que rien ne se fera, on pourra parler de technologie, on pourra parler de tout ce que l'on veut aujourd'hui de distribution. Si l'auditeur n'est pas au centre, on aura tous perdu. Et je pense que, plus que jamais, il faut penser à l'auditeur. On m'a dit le transistor c'est mort, mais comme on m'avait dit à un moment donné quand j'étais au Parisien que la presse écrite était morte, qu'on m'a dit ensuite que la télévision payante était morte quand beIN Sport est arrivé sur Canal+. Moi, je crois plus que jamais que la radio, c'est l'avenir. Je pense réellement, parce que c'est le symbole de tout ce qui est aujourd'hui dont on a besoin. Je pense à la force du direct, plus que jamais. Aujourd'hui, nous, c'est 70 heures de sport chaque semaine. Ça, c'est une force pour la radio linéaire. Je pense à la force de l'actualité. Et là, j'aimerais avoir un petit mot pour ceux qui sont partis en Ukraine et qui ont perdu la vie. Je pense à Frédéric et à Maxime qui reviennent, qui ont donné leur vie pour donner de l'information. Je pense aussi à tout ce qui est… Les programmes, l'after-foot notamment. L'after-foot, oui, l'after-foot parce que c'est une propriété industrielle. Une propriété industrielle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de 20h à minuit, on est en linéaire. Et en linéaire, aujourd'hui, on est première radio de France à partir de 20h, mais surtout, et l'ARCOM va le dire demain, c'est le deuxième podcast de France. Deuxième podcast de France, c'est-à-dire 18 millions de podcasts téléchargés par mois. Ça veut dire donc qu'il y a une complémentarité. Au-delà de ça, on développe plein de choses, c'est-à-dire aussi des soirées en province et on développe au-delà de la radio. Ce que je veux dire, c'est que RMC doit être plus qu'une radio et aller conquérir d'autres choses, d'autres territoires digitaux. De la même manière qu'on fait aussi de la télévision, contrairement à ce qu'a pu dire un directeur de Radio France il y a peu de temps, RMC, il y a longtemps qu'ils ont pris le virage digital. Ouais. Vous écoutez avec attention ce que peuvent vous dire vos collègues, les dirigeants d'autres radios. Vous suivez néanmoins ces évolutions techniques. Vous qui êtes profondément un homme de programme, hein, vous êtes un homme de l'écrit, vous êtes un homme de programme, d'élaboration de grilles. Voilà. Le tuyau est essentiel, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on met à l'intérieur. C'est ce qu'on a envie de faire. J'ai oublié de dire tout à l'heure une chose qui était très importante. Dites-moi. C'est le lien. C'est-à-dire qu'il est plus que jamais dans nos sociétés, il est important de faire vivre la démocratie, de faire vivre l'opinion. Pas l'opinion sans S, c'est l'opinion avec des S. Donc, au-delà de ça, toutes les personnes qui sont ici, toutes les personnes qui sont dans la radio ont ce rôle très important à jouer en ce moment, un moment où on a un tissu social qui est en train de se déchirer. Ouais. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'au bout du bout, c'est l'auditeur qui décide, hein, toujours. C'est ce que je disais à Jean-Éric à l'instant. Pour moi, c'est le standard qui décide chez moi. Ouais. Anne-Marie, vous avez déjà quantifié cette audience, cette nouvelle audience numérique. Alors, en DAB+, non, je ne peux pas anticiper votre réponse, c'est ça, hein, mais numériquement parlant, vous avez réussi à la quantifier et peut-être même à la monétiser. Alors, quand on parle d'Airzen, on parle d'un nouveau-né, hein, d'une radio qui a 7 mois. Il faut vraiment parler avec beaucoup d'humilité. Donc, je vais vous partager les premiers éléments qu'on a recueillis avec Frédéric et Jean-Louis. Donc, bien sûr, ce sont des éléments digitaux. Ce que l'on commence à voir, c'est qu'a priori, les auditeurs d'Airzen seraient plutôt des auditrices, majoritairement à plus de 60%, sur une tranche d'âge assez large, 25-55 a priori. Et ce que l'on a pu dégager comme premier chiffre le mois dernier, on a pris ceux du mois dernier, c'est à peu près 300 000 écoutes en live, donc 300 000 écoutes du live et à peu près 300 000 podcasts téléchargés sur le mois dernier. Ouais. Voilà, on est vraiment au début de nos analyses, donc je voudrais parler avec beaucoup de précautions. Ouais, c'est une jeune radio, mais ça n'empêche pas que vous avez pris le taxi il y a quelques jours.
Le chauffeur de taxi écoutait AirZen dans la voiture, mais il ne savait absolument pas ce qu'était le DAB+. Ça aussi, c'est une véritable source de problème. Hein. En termes de notoriété, le DAB+, chez les uns et chez les autres, chez l'auditeur profane, ça dit absolument rien. Hein. Oui, on se réjouit véritablement que l'association ait été constituée et que des actions de communication s'annoncent. Effectivement, les autoradios proposent désormais, pour un certain nombre d'entre eux, FM/DAB. Ouais. Et donc, l'auditeur peut se retrouver sur le DAB parce que son autoradio a sélectionné cette technologie. C'était le cas du chauffeur de taxi à Paris. Bon, on va à Nantes avec Pierre Boucard, qui a été un des premiers à faire le choix du DAB. Est-ce que vous le regrettez quand vous voyez l'ensemble des investissements financiers qui ont été nécessaires pour supporter le coût lié à la double diffusion qui pèse donc dans le budget, notamment des radios associatives, puisque Sun est une radio associative, ce qui n'a rien de péjoratif, mais j'imagine que vous avez un budget qui est quand même moins colossal que celles et ceux qui sont autour de vous. Alors non, effectivement, on n'a pas de regret par rapport à cet engagement pour cette technologie. Ça fait 15 ans maintenant que... Vous avez été un des premiers. Hein. Oui, avoir expérimenté, à avoir investi aussi dans cette technologie sans forcément savoir ce qui allait advenir aussi de cette évolution. Bon, Pierre, ça a servi à quoi tout ça, ces 15 dernières années? Ça a servi à maîtriser déjà l'outil, à s'assurer aussi d'une certaine continuité dans la diffusion de nos programmes de manière hertzienne, parce qu'en fait, on l'oublie. Mais je dirais cette notion-là, elle est extrêmement importante pour les éditeurs d'avoir un lien direct entre leurs équipes et leur contenu avec le public. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une notion liée à la maîtrise de ces outils. Les radios qui ont aussi un peu cette histoire de maîtriser les technologies et aussi être garant de leur indépendance sont je dirais, dans la position de devoir aussi toujours regarder ce qui va être l'avenir de la radio. Est-ce que vous en prenez pour 15 ans de plus? Oui. Même dans ces conditions? En fait, ce qu'on ne sait pas encore, et c'est là où, pour revenir sur l'historique, en 2007, on avait annoncé un soutien des radios associatives, parce qu'en fait, on a aidé la télévision au passage au numérique, on a aidé la presse à se numériser. On vous a aidé, vous? Et on nous a aidés, mais localement. Et je pense que c'est le regret que j'ai, c'est qu'effectivement, jusqu'à maintenant, on s'est un peu débrouillé tout seul, et on tient, parce qu'en fait, on est convaincu, comme je disais tout à l'heure, que c'est le seul moyen de garantir en fait notre avenir. Combien il y a de radios associatives en France? Il y en a 650, 660 grosso modo au doigt mouillé, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y en a combien sur ces 650, on va dire, qui diffusent en DAB+ aujourd'hui? Il y en a, je pense, il y en a une petite cinquantaine. Qui sont présentes et du coup voilà qui soit sont dans des logiques d'autodiffusion. Donc ça c'est aussi par rapport à la manière dont les appels ont été vus au départ, où les radios associatives ont été les premières à s'impliquer sur ces ressources. Et puis aujourd'hui on a effectivement des multiplexes qui sont un peu plus diversifiés. Et pareil, je pense qu'on reste très très vigilant à garder une part importante de la ressource pour les radios associatives en DAB+. On va donner la parole à Serge Chic de France Média Monde. Alors là, est-ce que ça complexifie, Serge, le passage, cette phase transitoire entre analogique et numérique, quand on travaille à France Média Monde, qui motorise donc 3 gros médias, alors dans l'ordre RFI, France 24 et MCD, et sur l'ensemble des continents? Alors, complexifié, évidemment, puisque pour vous donner un ordre d'idée, RFI, c'est plus de 60 millions d'auditeurs par semaine, très largement en Afrique, mais également en Amérique latine. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. MCD, c'est donc Monte Carlo Doya, qui est une radio pan-arabe, c'est 9 millions d'auditeurs par semaine, et avec des offres numériques pour l'une et pour l'autre des radios qui marchent bien. Donc évidemment, ça complexifie le sujet, puisque on est dans un très grand nombre de pays qui n'ont pas toutes les mêmes réalités, ni d'équipement, ni d'usage. Et le tout entre 15 et 20 langues différentes, hein, c'est ça? Oui, RFI, c'est 16 langues. Ouais. Donc, pas tout en audio, mais une partie en audio et en tout cas en numérique. Ouais. Voilà, donc, évidemment, le schéma, c'est d'être extrêmement pragmatique. Quelles sont les problématiques, justement, auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui et celles que vous imaginez pour demain?
Les problématiques, elles sont de plein d'ordre. D'abord, elles sont économiques, puisque si on veut être distribué le plus largement possible, ça coûte. Ça coûte. Et on n'est pas dans un schéma, comme vous le savez, d'accroissement de la dépense publique en la matière. Donc, on doit renégocier, on doit être inventif. En fait, le plus important pour nous, c'est de nous dire on doit être en mesure de toucher nos différents publics, quel que soit le lieu où ils sont. Et parfois, c'est complexe. Donc la seule réponse, c'est d'avoir des moyens de distribution complémentaires. Et voilà, c'est d'utiliser à la fois des très vieux moyens d'écoute. Oui, parce que vous êtes l'une des dernières stations pour RFI à diffuser en ondes courtes. Alors, je ne suis pas un spécialiste au niveau technique, mais les ondes courtes partent de Paris. Elles arrosent l'ensemble du continent africain. Enfin, elles ne partent pas tout à fait de Paris. Elles partent d'Issoudun. C'est pas très loin, c'est plus au sud. C'est un peu plus au sud. Ouais. Mais l'avantage des ondes courtes, c'est qu'elles voyagent très bien. Et donc, elles vont jusqu'au cœur de l'Afrique subsaharienne. Ouais. Elles vont jusqu'à Bamako, donc au Mali. Exactement. Donc, pour rebondir sur ce que j'évoquais, on est coupé, comme vous le savez, au Mali. C'est le régulateur malien qui a décidé d'arrêter la diffusion. Le régulateur, pas vraiment le régulateur, à mon sens. Enfin, officiellement, c'est lui. On ne va pas rentrer dans le contexte politique un peu compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que pour des raisons d'audience, parce que pourquoi on a été coupé, c'est parce qu'on a beaucoup d'audience. Il faut savoir que RFI, dans certains pays, c'est une radio nationale, avec dans certains cas 5, 6, 7% de part d'audience, voire plus. Donc vous avez été coupé et ce sont les ondes courtes qui prennent le relais. C'est les ondes courtes qui prennent le relais. Donc quand je parlais de complémentarité de moyens de distribution, ça va des ondes courtes jusqu'aux moyens en IP, en allant jusqu'à Radio Player, puisque RFI et MCD sont distribués par Radio Player. Donc c'est toute une stratégie qui est parfois un peu complexe à mettre en œuvre, mais j'insiste sur le mot. On doit avoir des moyens de distribution très complémentaires pour toucher nos publics. Alors, on va revenir à Paris dans un habitacle de véhicules avec Jean-Éric Valli. Qu'est-ce que c'est que ce bouton unique dont on parle depuis déjà plusieurs mois? L'automobiliste dans son véhicule, demain, enfin, quand je dis demain, c'est plutôt après-demain, c'est après peut-être même la prochaine décennie, disposera dans son habitacle, sur son cadran, d'un bouton unique. C'est le bouton radio. Il appuie dessus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je veux juste revenir un tout petit cran en arrière. Ouais. Jean-Michel évoquait les mesures qu'ils vont faire de dissociation des flux de manière à voir comment les choses se comportent. On va utiliser au niveau des indés radios l'AIP, c'est-à-dire qu'on a codé tous nos flux de façon différenciée. Une radio, elle a codé avec un certain nom son flux IP Internet, DAB, FM, et on verra grandir, grâce à l'AIP, on verra grandir justement la puissance des différents supports au fil des prochains mois. L'AIP démarre en septembre, donc ça sera très intéressant. Donc c'est une façon de mesurer l'audience en quelque sorte. Oui, alors je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce n'est pas l'audience quotidienne, c'est une autre typologie d'audience plus sur la durée, mais en tout cas, on aura d'une façon macroéconomique la répartition de l'audience en temps réel entre les différents supports DAB, c'est intéressant ça. IP, voilà, ce sera très intéressant de pouvoir le mesurer. Parce qu'on parle un peu comme ça sans savoir, ce sont nos impressions, mais là on aura des vraies données, donc c'est intéressant. Alors, la radio, la voiture, c'est un enjeu très très important, c'est une énorme part de l'audience. Parce que la radio, c'est le média de la mobilité. Oui, et je pense qu'il y a un combat qui se joue dans la voiture en ce moment. C'est que si je schématise, les GAFA veulent éjecter les voitures, les radios des voitures, ils veulent faire des stores, ils veulent tout faire payant, à leur façon, etc. d'une façon extrêmement totalitaire. Qui va gagner cette bataille? C'est la radio, parce que c'est le public qui va gagner cette bataille. Donc aujourd'hui, les constructeurs sont attentifs, parce qu'ils veulent servir leurs clients, ils sont attentifs à ce que dans les voitures, on accède à la radio. Facilement. Donc c'est quand même le cas dans les nouveaux autoradios. On a un classement alphabétique des radios, donc on n'a pas besoin de discerner si c'est de la FM, du DAB ou si c'est de l'IP, parce que dans le futur, tout ça se sera mélangé. Donc nous, on veille à délivrer aux constructeurs à la fois des programmes, ça c'est notre métier de radio de base, avec Radio Player on passe des accords pour délivrer, dans certains constructeurs, l'automobiliste ne le voit pas, mais ce sont des data de Radio Player qui amènent le nom des radios, les pochettes, les slogans, etc. BMW, Renault récemment. Oui, Renault ça va se voir parce que c'est carrément l'appli Radio Player qui sera proposée en téléchargement quand on démarrera la voiture pour la première fois. Sur des véhicules électriques. La nouvelle Mégane qui va sortir là. Donc on veille à ce que dans ces voitures, on ne se retrouve pas avec des agrégateurs tiers
qui prennent nos flux sans nous demander notre avis, sans payer quoi que ce soit, en créant un marché à eux. Et je pense demain en venant nous demander de l'argent pour qu'on existe dans la voiture. Donc il y a une vraie guerre qui se joue aujourd'hui dans les voitures. Est-ce que les automobilistes, on en parlera tout à l'heure, mais plutôt les constructeurs d'automobiles sont attentifs à vos demandes et surtout à vos exigences? Alors, ils comprennent. Je ne le dirais pas du tout dans ce sens-là. Je pense qu'ils sont attentifs à l'intérêt de leurs clients. Il se trouve qu'on se rejoint finalement aussi, parce que nous, on est attentifs à nos auditeurs. Et pour un constructeur, avoir dans la voiture aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont sorties là-dessus. Il y a une vraie demande des automobilistes. Je ne sais plus si 84%, je crois, des automobilistes veulent la radio dans la voiture. Donc, ils sont attentifs à ça et on dialogue avec eux, avec tous. Avec Radio Player, on dialogue à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Donc, on va dire qu'on est en très, très bonne voie. Accessoirement, Radio Player a l'autorisation des radios pour diffuser les radios, ce qui n'est pas le cas des autres agrégateurs. Donc, les constructeurs automobiles, comme d'ailleurs les enceintes connectées, etc., sont très sensibles à ce côté légal. Parce que c'est bien gentil de diffuser des radios, mais finalement, si demain le flux est coupé, le produit ne veut plus rien dire. Une enceinte connectée qui perdrait tous les flux de radio, ça ne veut plus rien dire. Ouais. Et alors, toutes les radios devront passer par Radio Player pour être disponibles, j'imagine, dans la nouvelle Mégane électrique, chez PM ou chez Volkswagen? Non, pas du tout. Pour prendre l'exemple de la Mégane, ce qui est proposé au démarrage de la voiture, en premier démarrage, c'est de télécharger l'application Radio Player, mais il y a un store. Et si l'automobiliste qui a acheté cette voiture veut télécharger une autre application, il téléchargera une autre application. Nous, on défend. Pourquoi on défend Radio Player? Parce qu'on défend la souveraineté des radios. C'est pas qu'on veut être hégémonique, c'est que en aucun cas on doit laisser des agrégateurs tiers venir diffuser nos radios. Quand vous parlez d'agrégateurs tiers, ce sont des structures internationales. Tuning, par exemple, voilà, ils prennent les flux gratuitement, ils ne nous parlent pas, ils prennent les flux. Et ils coupent quand ils en ont envie. Ils créent, je pense qu'ils ne s'en occupent pas, mais ils créent un business et puis ensuite ils vont voir les constructeurs en disant si vous me payez 1 ou 2 euros par voiture, je vous amène toutes les radios. Jean-Michel Grandin, pareil, à Radio France, on s'interroge sur l'audience en mobilité dans un véhicule. Le directeur général adjoint que vous êtes, peut-être un avis là-dessus? Bien sûr. Il n'a échappé à personne que Radio France est le premier groupe radiophonique français. Donc, s'il ne s'occupait pas de ça, ça serait grave. 15 millions d'auditeurs chaque jour. Oui, je ne sais pas, ça augmente tous les jours. Donc, je ne compte pas tous les jours. Mais 16 millions, me dit Serge. Vous voyez, ce n'est pas par jour, c'est par seconde. 200 000 par seconde. Voilà, non, mais je fais exprès de faire cette blague pour une raison simple, parce que je voudrais réagir d'abord à ce que vient de dire Jean-Éric sur la question de la souveraineté. Madame Sonac l'a mentionné très clairement. Pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est aussi pour ça qu'on est dans Radio Player. Mais la souveraineté, c'est aussi, pour nous, ne pas partir en étant perdant. Aujourd'hui, rappelons qu'aujourd'hui, plus de podcasts sont distribués par Radio France que par Apple en France. C'est pas pour dire qu'on est le meilleur. Ça veut dire que la bataille, entre guillemets, de la souveraineté par rapport aux grands acteurs du numérique, il faut arrêter de penser qu'elle est perdue d'avance. Les moyens sont certes différents. On connaît très bien, on s'est déplacé il y a quelques années avec Serge dans la Silicone, avec notre président à l'époque, et notre présidente actuelle d'ailleurs, pour étudier tout ça. On connaît bien leur puissance, leur force, mais il ne faut pas avoir non plus le syndrome de la défaite avant d'avoir commencé. On s'est battu, nous, sur la question de gérer notre propre plateforme pour tout le numérique. J'en parle d'autant plus aisément que c'est Laurent Frisch, mon camarade, le directeur du numérique et de la production, et ses équipes qui le gèrent. Vous avez fait le choix de l'autonomie. C'est un fantastique succès, et on ne le fait pas pour le plaisir de le faire nous-mêmes. On le fait tout simplement parce que ça contribue à la souveraineté du métier. Et pour faire un lien avec ça, vous avez parlé des petits et des grands. Alors certes, on a la première radio de France, machin, etc. etc. Mais Pierre, nous, on ne considère pas que ce n'est pas un petit acteur. Ça fait 20 ans qu'on cause. Et il n'y a pas le petit et le gros, on ne fonctionne pas comme ça. Et je crois que c'est important. On édite, nous, aujourd'hui, j'ai entendu Hervé Gaucho dire 565 programmes. Nous, on n'en édite que 7 sur 565. Certes, ce n'est pas les plus petits, mais on n'oublie jamais que c'est 7 sur 565 dans notre action quotidienne. Notre action quotidienne, c'est quoi? C'est pour le DAB de mettre à disposition des moyens techniques que nous, on a d'études, de recherche, etc., dans les multiplexes où on travaille. Dans le multiplex national, on a des partenaires qui sont des partenaires importants, je les ai cités tout à l'heure, donc ils ont aussi ces moyens techniques, donc on les partage ensemble, ça se passe très bien aussi. Mais dans les multiplex étendus où nous avons France Bleu, eh bien dans chacun de ces multiplex, on est un 13e. Vous voyez, je vois Jean-Baptiste par exemple, Jean-Baptiste qui est un nouvel entrant, qui est mon camarade de multiplex dans un certain nombre de multiplex. Bien, quand on se réunit, Jean-Baptiste, il a une voix et Radio France a une voix.
Voilà. Et ça, pour nous, c'est très important parce que ce qui nous unit aujourd'hui est largement supérieur à ce qui nous divise. Et si on ne le comprend pas, si on l'oublie un petit peu, on est mal parti. C'est par l'union que ça va fonctionner. Et c'est pour ça que nous, on est sur les 3 vecteurs, j'en termine, qui sont l'AFM, bien évidemment, on ne va pas l'arrêter comme ça. On en reparlera le jour où il y aura 90% de l'écoute sur le DAB. On a arrêté l'onde longue. Tout le monde pensait qu'on n'arrêterait jamais l'onde longue de Radio France. Ça coûtait 6 millions d'euros par an. Eh bien, on s'est aperçu que finalement, à la fin, quand on l'a arrêté, on a eu 300 personnes qui se sont plaintes et auxquelles on a trouvé une solution. Mais évidemment, l'AFM, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on a 90% de l'écoute qui est encore sur ces vecteurs, sur certains de nos programmes. Donc, 1, l'AFM, 2, le DAB, 3, le numérique, effectivement, et Radio Player est une manière de le déployer tout en conservant notre souveraineté. Pourtant, Jean-Michel, il y a quelque chose d'intéressant dans vos propos concernant les podcasts. Vous l'avez juste survolé, mais les podcasts, vous ne les mettez pas non plus n'importe où. Et cette table ronde, c'était aussi la façon de mettre un peu en exergue la problématique liée à la réception. Vous ne déposez pas les podcasts sur Spotify, ou très peu, ou durant un laps de temps très très court, et vous attirez l'ensemble des auditeurs potentiels sur radiofrance.fr, sur l'application. Ça aussi, c'est un choix qui devrait monter en puissance ces prochaines années. Pour ça que je vous disais tout à l'heure que vous avez fait le choix de l'autonomie. Vous voulez faire jouer la carte de l'indépendance aussi. L'autonomie et l'indépendance, c'est pas pareil. Ouais. Alors, dites-moi la différence. Pouvoir développer une certaine indépendance, c'est fondamental. C'est la question de la souveraineté. Et en tant que service public, c'est encore plus important, compte tenu de nos missions particulières. Mais ça n'empêche pas non plus de travailler avec les acteurs du numérique. Simplement, on ne travaille pas qu'avec les acteurs du numérique. D'accord. Alors, Anne-Marie de Couvreur, pour la suite, est-ce que le DAB+, à terme, remplacera l'ensemble des flux qui sont motorisés en FM? Alors, je pense à 47 FM, corrigez-moi si je me trompe, il y a Gold FM et Toulouse FM. Si la question est est-ce que nous allons arrêter la FM sur nos radios, la réponse est évidemment non. Non. Comme tous les confrères éditeurs, bien sûr, évidemment non. Ouais. Quelles sont les difficultés qui sont rencontrées pour se positionner aujourd'hui davantage sur le numérique, selon vous? Est-ce que ça demande un savoir-faire qu'il est nécessaire d'aiguiser mieux que par le passé, avec des équipes qui étaient plus habituées à travailler uniquement sur des supports analogiques? Alors, je vais aborder en quelques instants brièvement le sujet de la complexité de lancer une station nationale en numérique aujourd'hui en France, en DAB aujourd'hui en France. RZN est un véritable sujet de complexité globale, où nous travaillons bien sûr sur des sujets de notoriété, sur des sujets d'une technologie qui est en cours de construction et d'installation, sur des sujets de business model. Nous sommes en train d'inventer, d'explorer un business model nouveau pour RZN Radio, qui n'existe pas en radio à ce jour, qui est un business model basé sur de l'engagement, au sens le plus noble du terme. Donc, on est en train de réunir autour de nous un certain nombre de partenaires de l'économie engagée. On engage RZN sur de nouveaux territoires. Voilà, vous le sentez dans mon propos, on est en train d'explorer véritablement un certain nombre de choses sur RZN, avec un attachement très, très profond à Radio Player. Jean-Éric en parlait tout à l'heure et je le renouvelle. C'est déterminant pour nous de préserver notre solidarité, Jean-Michel le disait, notre solidarité, le fait d'être alliés tous ensemble, et puis notre attachement immense au DAB. Le DAB, c'est la liberté, le DAB, c'est la sécurité, le DAB, c'est avoir des gens chez Towercast et chez TDF qui répondent quand on est en panne. Le DAB, c'est une gratuité qui est déterminante pour l'auditeur, donc on n'oublie pas véritablement d'où on vient et l'importance de l'herzien. Donc, on explore plein de choses chez RZN tout en gardant les fondamentaux bien ancrés et on écoute attentivement les confrères de la profession. Pierre Boucard, est-ce qu'il faudra davantage éduquer l'auditeur, l'encourager à s'approprier ces nouvelles sources pour qu'il continue à écouter la radio? Est-ce que le chantier reste aujourd'hui immense pour que le DAB+, notamment l'enceinte connectée, fort probablement le podcast également, on pourrait citer mille et un exemples, gagne en notoriété? Je pense que déjà, il faut qu'on commence aussi à éduquer les plus jeunes
en fait, le travail que font les radios associatives, c'est d'être présent aussi auprès des plus jeunes, de les initier au métier de la radio, de leur montrer que ce média est pertinent, il est intéressant parce qu'aussi il est sans écran, donc il permet aussi de transmettre des idées, des opinions, on en parlait tout à l'heure. Le contenu, évidemment, plus il sera riche, plus il sera diversifié et plus il intéressera aussi les auditeurs. Donc, ça re-questionne sur les sujets de la concentration qui peuvent à un moment aussi un peu trop formater les contenus et les rendre moins intéressants. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que l'auditeur, on lui laisse le choix. Nous, on est très attachés et on a suivi justement sur la question de la distribution, quelles que soient les plateformes, les différents opérateurs. Aujourd'hui, on est présent sur différentes plateformes. Il y a effectivement Radio Player qui existe. Il y a une autre plateforme qui s'appelle Radioline, qui historiquement est aussi engagée auprès d'un certain nombre d'acteurs et présent sur plusieurs supports depuis très longtemps. Qui est plus destiné d'ailleurs aux radios associatives de catégorie A, me semble-t-il. Oui, parce qu'en fait, ce qui nous importe, c'est qu'il y ait justement cette notion de collectif. Comme le disait Jean-Michel, pour nous, c'est important que ce ne soit pas simplement des mots, que la diversité et aussi le travail commun qu'on a à faire ensemble se fasse de manière transparente. Et c'est aussi comme ça qu'on arrivera au succès et à trouver quelque chose qui soit cohérent vis-à-vis de nos auditeurs. Et vous parliez, Pierre, du jeune public, mais la qualité sonore de l'AFM, et je pense ici tout le monde en conviendra, est quand même relativement différente de la qualité numérique au niveau sonore. Il se trouve que les jeunes sont désormais davantage numériques que modulation de fréquence. Il se trouve que les jeunes écoutent fort probablement un peu moins la radio. Et donc, lorsqu'ils passent du numérique jusqu'à l'AFM, ça ne les encourage pas forcément à rester davantage sur l'AFM. Je parle de la qualité sonore. Je pense que Jean-Éric sera d'accord avec cette affirmation. Mais d'abord, Pierre, sur cet aspect-là qui est lié strictement à une qualité, à une confortabilité d'écoute, on va dire. Je pense qu'en fait, il faut changer un peu de paradigme par rapport aussi à la manière de toucher les plus jeunes. Aujourd'hui, la qualité du son, c'est un élément parmi plein d'autres éléments. Et je pense que la vraie stratégie dans laquelle doivent s'engager les radios, elles l'ont fait à travers le podcast. On voit aujourd'hui que les plateformes de streaming viennent aussi sur les plates-bandes de la radio, on l'a dit tout à l'heure. Je pense que c'est à nous d'être très à l'aise et de remarquer qu'aujourd'hui, des acteurs dominants du marché numérique utilisent des communications d'affichage pour faire connaître leurs services, que ce soit Amazon, etc., laisse présager quand même que le numérique ne peut pas tout, que les acteurs historiques ont une vraie carte à jouer et que je dirais l'avenir, il est effectivement très intéressant pour les médias à partir du moment où on travaillera ensemble. Comme je disais tout à l'heure, on sera garant aussi d'une certaine diversité et que la qualité de nos contenus sera constante ou en tout cas s'améliorera vis-à-vis de l'audience. Jean-Éric Vallis, cette confortabilité liée à l'écoute sonore, vous l'avez remarqué aussi, il y a une difficulté pour un jeune aujourd'hui de passer du numérique à la FM? Je pense que c'est radical. Et en fait, on cherche midi à 14h, on se fait des nœuds au cerveau pour savoir si on peut réussir, pas réussir, si c'est trop tard, trop tôt, tout ce qu'on veut. Tout à l'heure, j'évoquais la simplicité d'écoute de la radio et donc la puissance d'un poste de radio, tout simple. C'est exactement la même chose pour le son. Le son digital, notamment pour le public jeune qui a l'habitude d'écouter beaucoup le son sur son téléphone, donc avec des oreillettes, c'est quelque chose de fondamental et c'est une donnée très simple. Mais on ne peut pas faire de la radio aujourd'hui en s'adressant à un public jeune avec le son d'il y a 40 ans. Ce n'est pas possible. Et c'est malheureusement, nous, notre génération, dans la salle, on a aussi de l'affectif avec la FM et on croit plein de choses, mais qui sont complètement fausses pour le public jeune. On a perdu 10 ans quand même à monter le DAB en France pour des raisons inacceptables, franchement. Donc voilà, je pense que c'est une donnée très très importante, la qualité sonore. Et je suis assez optimiste en fait parce que il se vend 7 millions de postes de radio chaque année en France. Donc il y a un espèce de renouvellement naturel qui va se faire des postes de radio. Dans les nouvelles voitures, il y a le DAB, ça va aller assez vite à mon avis, l'écoute DAB dans les voitures.
Donc je pense qu'on a une belle carte à jouer. Et c'est vrai que, pour te rejoindre, je pense que dans la communication qu'on doit faire sur le DAB, à la limite, elle est plus à faire auprès du public jeune, réellement, que de tous les autres publics pour lesquels le renouvellement naturel des appareils fera qu'ils écouteront le DAB, et qu'inversement, un jeune peut très bien se dire ça reste un poste de radio. Alors, l'ergonomie, le look des postes, etc., c'est important aussi. Karim, qu'est-ce que ça vous évoque, ce que l'on est en train de dire depuis déjà une bonne quinzaine de minutes? Moi, je ne suis pas inquiet du tout par rapport à la jeunesse. Dans le football, le club de FC Barcelone fait toute la technique de recrutement à partir de 6 ans, 7 ans. Parce qu'en fait, on devient socios et on devient supporter d'un club à partir de 6 ans et 7 ans. On va changer de voiture, on va changer de femme, on va changer de maison, mais on ne changera pas de club. Et je pense que de la même manière pour la radio. Dès le début, en fait, dès 6 ans, si vous avez votre radio, vous la suivez jusqu'au bout. Et il y a une chose qui est très importante, c'est que je me rends compte que les jeunes aujourd'hui savent, moi j'ai une fille de 6 ans qui écoute Oli et qui essaie maintenant de récupérer tout ce qui est podcast aux enfants. Donc je pense qu'on a un véritable avenir, contrairement à tous les déclinistes ou les Cassandres qui font des livres pour dire que la radio ne va pas bien. Je crois tout le contraire. De la même manière, il faut du temps. La communauté de l'after, c'est 15 ans d'expérience. Aujourd'hui, on a une génération qu'on appelle génération 2, qu'on est en train de faire avec ceux qui ont découvert la radio quand ils avaient 10 ou 15 ans. Et aujourd'hui, ils ont 30 ans. Et en radio, on va trop vite. Souvent, quand un programme ne marche pas, on le change. Alors qu'il faut du temps pour donner et créer des traditions. Ouais. Karim, vous, quand on vous parle distribution, vous me répondez communauté. Ça, c'est votre dada, si j'ose dire. La création d'une communauté forte, puissante, engagée. Mais oui, moi, je pense tout le temps, on parle beaucoup de tuyaux. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est ce que je vais y mettre dedans. Après, le reste est très passionnant. Tout à l'heure, tout ce que j'ai écouté depuis le début est même très rassurant. Moi, je suis très content qu'on développe le DAB+, puisqu'on a moins d'émetteurs que les autres radios. Donc, je suis tout à fait ravi. Je suis ravi aussi qu'on mette les radios dans les voitures, puisque on est la radio des taxis. Donc, on est tellement les radios des taxis que la dernière fois, il y a un Uber qui me dit « Mais pourquoi vous ne supportez pas plus ?» Donc, plus il y aura de radios dans les taxis, dans les voitures, plus on sera écouté. Ouais. Chez France Média Monde, on a aussi, et vous le disiez tout à l'heure, Serge, misé sur la diversification. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas ou peu et qui pèse et qui doit peser dans l'audience chez France Média Monde, et en particulier pour RFI, c'est la syndication. Alors, la syndication, j'ai l'impression que c'était un peu à la mode dans les années 80-90 et que ça a un peu perdu de sa superbe ces dernières années. Vous allez peut-être me contredire. Enfin, c'est colossal. RFI, c'est quoi? C'est 500-600 radios qui sont syndiquées, qui reprennent le programme d'RFI, c'est ça? Alors, en réalité, c'est beaucoup plus. C'est plus de 500 en Afrique et c'est plus de 900 en Amérique latine. Ouais, donc 1500. Voilà. Donc, alors, il se trouve qu'on ne mesurait pas cette audience avant et qu'on s'est mis à le faire il y a maintenant 2 ans. Et on se rend compte, par exemple, qu'en Amérique latine, les programmes d'RFI sont écoutés chaque semaine par 11 millions d'auditeurs en Amérique latine. RFI, évidemment, en espagnol. Hein, alors, c'est une façon gratuite de toucher des populations? Oui, bien sûr. Mais d'abord, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'on se rend compte que l'empreinte culturelle française qui recule dans certaines régions progresse dans d'autres. Et en Amérique latine, on a un accueil extrêmement favorable d'un tas de radios. Ça peut être des associations de radios qui redistribuent le programme d'RFI. Ça peut être des radios en direct par elles-mêmes. Et on a des concurrents internationaux qui ne font que ça. Hein. Deutsche Welle, par exemple, en radio, c'est leur seul moyen de distribution. Nous, il se trouve qu'on a une chance historique, c'est d'avoir des émetteurs FM en Afrique. On en a plus de 150, ce qui est un cas unique. Donc, on a mis un peu plus de temps à le faire, mais en Afrique, c'est très important. Ça nous permet aussi d'atteindre des zones qu'on n'atteindrait pas forcément au-delà des grandes agglomérations. Donc, c'est un moyen très important. On a un collaborateur à France Média Monde. Ça fait 20 ans qu'il parcourt l'Amérique latine. J'allais dire presque sac à dos, parce qu'à une certaine époque, c'était un peu ça. Donc, il va convaincre des stations de reprendre le programme RFI. Et l'affinité culturelle aidant, parce qu'il y a une vraie affinité culturelle en Amérique latine, on progresse très fortement. Donc, je reviens sur ce que je disais au départ. Il y a des effets de mode, des effets halo, et il y a des vraies tendances. Il ne faut pas que les vraies tendances masquent la réalité de ce qui l'entoure.
Et pour rebondir, alors je m'étais promis de parler de la France, donc je vais évidemment... je vais vous lancer sur le DAB+. Je m'étais promis, pardon, de ne pas parler de la France pour ne pas à trop interférer, mais je pense qu'il faut garder en tête qu'en France, d'après les études un peu récentes, sur 100 minutes écoutées, vous en avez encore plus de 80 qui est écoutées par les moyens FM. Donc, on ne va pas balancer la FM comme ça. Dans les autres régions et dans d'autres pays, il est évident que nous, on ne va pas aller arrêter la FM dans certains pays en Afrique qu'on voit une audience très importante. Les usages sont très différents, on doit s'y adapter. En Afrique, on écoute beaucoup la radio avec le téléphone, mais c'est pas en numérique, c'est en FM. Absolument. Parce qu'il y a les puces FM dans les téléphones. Donc, on ne va pas balayer comme ça la réalité de ces pays sous prétexte qu'il y a un nouveau moyen qui arrive. Alors, le nouveau moyen de distribution qui arrive, il faut absolument le traiter. Donc, on est à fond derrière la tentative et j'espère le succès de Radio Player, mais il ne faut pas oublier le reste. Alors, on n'oublie pas le reste, on n'oublie pas le DAB+, pour MCD et RFI, parce que vous y engagez également. Oui, on y est engagé. Donc, pour parler de Monte Carlo Doualiya, qui est peut-être un peu moins connu que RFI, on est en DAB+, en Île-de-France et sur Marseille. Et on pense qu'on a un rôle très important en matière de cohésion sociale. Donc, comme je le disais, Monte Carlo Doualiya, c'est une radio qui émet en langue arabe. Et on pense que dans certaines régions, ça a vraiment une utilité auprès de certains publics de proposer une information en langue arabe, une information indépendante. Je crois qu'il faut quand même le rappeler dans le contexte géopolitique qu'on connaît et qui est absolument essentiel. Alors, sans prendre trop de risques, parce que c'est vrai que conjuguer la radio au futur, c'est un peu, on va dire, sablonneux, mais Anne-Marie de Couvreur, à votre avis, quel sera le récepteur, le support qu'on utilisera le plus demain ? Le vieux transistor à papa, comme on dit, ou alors quelque chose de plus catchy ? Alors, le vieux transistor à papa, je dirais non. Jean-Éric, tout à l'heure, parlait de l'importance du design des terminaux. Donc, effectivement, il va falloir aussi travailler notre design si on veut adresser efficacement les nouvelles générations. Mais ce que vous appelez le transistor, à mon avis, peut avoir encore un joli avenir. Et bien sûr... Y compris le transistor à pile, là. Oui, alors on va voir effectivement les sources d'énergie qu'on va utiliser. On a un long débat sur le sujet. Mais j'espère vraiment, et j'appelle de mes voeux, et je suis convaincue qu'il y aura encore des terminaux partout dans les foyers et dans les voitures. Et puis, bien sûr, le téléphone et les outils digitaux tiendront une place prépondérante. Ce ne sera pas l'un ou l'autre. Ça va être, on a tous compris, l'un et l'autre. Jean-Michel, même cause, mêmes effets. J'imagine que vous vous êtes déjà posé cette question-là. Comment on va écouter la radio demain ? Alors, peut-être dans la voiture, comme le disait Jean-Éric tout à l'heure, ou plus simplement à la maison, au travail ? On va l'écouter sur tous les récepteurs qui existent et nous, on adresse tous les systèmes. Ce n'est pas nous qui décidons ce que l'auditeur, par quel moyen l'auditeur doit nous écouter. C'est nous qui nous adaptons à l'évolution de ses usages. C'est tout à fait normal. Vous vous adaptez aussi au DAB+, comme Serge pour France Média Monde. L'ensemble des stations, elles sont 7. 7 stations à Radio France sont désormais disponibles quelque part en France en DAB+. Ah non, pas encore. Non. D'abord, c'est pas 7, c'est 50, parce qu'il y a 44 locales. Non, mais c'est important, parce que les 7, il y en a 6 qui sont métropolitains, donc les chaînes à vocation nationale de Radio France. Aujourd'hui, elles ne couvrent que l'axe Paris-Marseille, comme vous le savez, et on prépare la phase 2. C'est important, parce que je voudrais parler un petit peu de communication. Et puis, il y a effectivement les allotissements étendus, et là, on est dans le schéma qu'a indiqué Hervé Gaucho ce matin, c'est-à-dire globalement, pour nous, plus de 30 étendus à la fin de cette année. Et puis à terme, les 44, de toute façon, il se trouve que le maillage qui a été mis en place par l'ARCOM pour la définition des multiplexes étendus est assez proche finalement de la manière dont le maillage de France Bleu est constitué. Donc nous, on s'y retrouve totalement, puisqu'à la fin, en fait, les étendus vont constituer une couverture territoriale qui correspond à la vocation de France Bleu. Et puis, l'avantage dont on n'a pas parlé, Jean-Michel, c'est la réduction des coûts aussi via la diffusion DAB+. Oui, alors, comme vous travaillez pour Radio France, j'imagine qu'on se dans un second temps, on va dire. Des deniers publics, donc on se soucie aussi de cette particularité qu'offre le DAB+. On anticipe très clairement que le coût de diffusion, alors je fais attention à ce que je dis parce que les diffuseurs sont là, il ne faudra pas qu'ils en profitent. On anticipe facilement qu'à couverture équivalente, le coût soit réduit d'au moins la moitié. Au moins par 2, au moins. C'est colossal. Notez bien le au moins. Oui, simplement, ça fait dire qu'il y a un coût de double diffusion quand même pendant un temps, et que donc, de toute façon, la question de savoir si on maintient les deux vecteurs
hertzien se posera à terme de toute façon, mais la France n'est pas la Norvège. En Norvège, on pouvait le faire pour y être allé. C'était relativement simple. Grandes étendues, petits pays, en termes de population. Ouais. Nous, c'est beaucoup plus complexe. Il y a un tissu vivant de radio avec les locales, régionales, nationales. On peut pas, les habitudes existent, on ne peut pas les changer en 2 jours. On ne veut pas d'ailleurs les changer forcément. Simplement, il faut qu'on ait l'évolution vers un nouveau récepteur. Ouais. Pour donner un chiffre assez simple, puisqu'ils sont de toute façon publics, la diffusion de Radio France en FM, c'est 55-60 millions d'euros par an. C'était beaucoup plus il y a quelques années. On a remis en concurrence tout ça. Et le DAB, c'est potentiellement pour nous entre 25 et 30 pour les 7 programmes de Radio France, j'entends. J'insiste d'ailleurs sur un sujet, c'est que l'extension de couverture que certains attendent, évidemment, les nouveaux entrants, mais même, j'ai entendu ce que disait mon camarade RMC, elle est valable aussi pour nous. Aujourd'hui, une station comme FIP, ça couvre 28% de la population française. Move, ça couvre 40%. France Bleu ne couvre pas 80% du territoire et France Info ne couvre pas 80% de la population. Donc pour nous, le DAB, c'est aussi, et on sait très bien que c'est pas possible, dû à la saturation de la bande FM. Ouais, et donc, concrètement, même pour nous, Radio France, contrairement à ce qu'on pense, c'est la possibilité de pouvoir diffuser nos programmes auprès de plus de Français et de Françaises. Et alors, pour ne rien vous cacher, je discutais avec Jean-Michel par téléphone en début de semaine ou en fin de semaine dernière. On a parlé de la pénurie des composants électroniques. Et c'est important parce que on parle d'un avenir relativement lointain, finalement, à une décennie près. Mais l'avenir demain, la semaine prochaine, la rentrée prochaine, est-ce que vous faites face à cette pénurie de composants électroniques, moi, qui me semble être très loin d'être anecdotique, hein? Non, c'est pas anecdotique du tout. Dans le cadre notamment du métropolitain, puisque là, on va faire un cap vraiment très, très important au second semestre 2023, les diffuseurs nous ont indiqué qu'ils étaient dans une situation, effectivement, où leurs propres fournisseurs d'équipements indiquaient qu'ils avaient des potentiels problèmes de pénurie. Ouais. Donc, on est en train d'y travailler avec eux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tout retarder, hein, mais ça veut dire qu'il y a un problème à résoudre. C'est finalement un problème de détail, Pierre, par rapport à tous les problèmes que tu as connus dans ta vie. Voilà, je tiens à rendre hommage à Pierre parce qu'il a été... mais vous aimez bien Pierre Bocard. Non, mais c'est très professionnel. Ce que je veux dire, c'est que Pierre, il a eu la chance, mais aussi l'idée et le génie de dire on y va. Nous, on est évidemment... Il y a 15 ans. Quand on est dans la maison Radio France, moi, la première fois que j'ai fait du DAB, c'était en 89 à Strasbourg. Alors, mais simplement, quand on est Radio France, effectivement, il faut se convaincre. Il faut convaincre l'entreprise, il faut convaincre l'actionnaire, il faut convaincre le décideur, etc. Et ça prend du temps. Nous, ça nous a pris beaucoup de temps. Et je rends hommage à notre présidente qui, par sa pugnacité, a fait qu'on y aille alors que les vents étaient contraires dans beaucoup d'endroits. Ouais, vous avez le micro-garde et juste une dernière question. On va arriver à tenir ce rythme qui est quand même soutenu. 50% du territoire métropolitain, c'est ce que nous disait Hervé il y a quelques minutes, d'ici la fin de l'année, non, c'est ça? Ou au milieu de l'année prochaine, juillet de l'année prochaine? Écoutez, nous, au niveau de notre multiplex, je parle pour le national, hein, au niveau du multiplex, on est en train de travailler. On réunit notre conseil d'administration très prochainement pour décider du lancement des appels d'offres, parce qu'on est tenu au marché public, hein, compte tenu de la présence de Radio France. Et puis, moi, j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'on soit capable de se mettre d'accord, puisque c'est déjà quasiment le cas, on est déjà d'accord, et sur le fait qu'on puisse déployer à cette réserve, encore une fois, des composants. Ok, Pierre Bocard. Vous pouvez remercier Jean-Michel pour ses encouragements, si vous le voulez. Je remercie même Radio France en général d'être là et surtout d'espérer que suite aux décisions qui seront prises prochainement, on puisse quand même s'assurer d'une pérennité du service public à terme, voilà, de manière pérenne. Ce que je comprends, moi, Pierre, gardez le micro, ce que je comprends, c'est que demain, on écoutera la radio via l'AFM, via une application, via le DAB+, via un flux en streaming sur son PC et peut-être même, j'en oublie, certainement, c'est aussi votre point de vue. Oui, il y aura une totale multiplicité des supports. Une transparence, je pense, pour l'auditeur. C'est-à-dire qu'il y aura, le but, c'est aussi de laisser, d'une part, l'auditeur choisir la manière dont il veut écouter nos programmes, en direct, à la carte, avec un certain nombre de services sur lesquels les éditeurs doivent travailler. C'est vrai que même, ne serait-ce que par rapport aux données associées en DAB+, on se rend compte que 15 ans après, il y a encore pénurie de data qui sont diffusées par les radios. Les pochettes se font rares quand elles sont présentes. Donc, il y a aussi, de la part des éditeurs, à investir sur l'ensemble des tuyaux qui nous sont disponibles pour offrir le maximum de possibilités de services aux auditeurs.
Karim Nedjari, cap sur le podcast. C'est aussi votre cheval de bataille. Cap sur le podcast. L'Afterfoot, premier podcast de France. Enfin, ça dépend. Non, derrière les grosses têtes. Derrière les grosses têtes, ça dépend. Ouais. Mais une fois sur deux. Mais là, c'est plutôt les grosses têtes. Absolument. Non, cap sur tout. Cap sur la télévision. Cap, je pense qu'aujourd'hui, la radio doit devenir un full média. Cap aussi sur Twitch. Tout à l'heure, on parlait de la nouvelle génération. Ouais. Aujourd'hui, on met nos émissions, nous, sur Twitch. Et même France Info, je crois. Et demain, cap aussi sur le métaverse. Qu'est-ce que c'est que le métaverse? Le métaverse, c'est une manière d'aujourd'hui de rentrer dans le numérique et de faire rentrer tout à l'heure ce que vous appelez les communautés et que chacun puisse s'approprier dans cette partie-là une partie de cette émission. C'est-à-dire, nous, on voudrait qu'aujourd'hui, que chaque membre de l'After soit membre total de l'émission, qu'il se l'appartienne totalement, qu'il se l'approprie totalement. La métaverse, c'est quelque chose qui a retenu votre attention en tous les cas, Karim. Ben oui. Mais moi, à partir du moment, je pense que l'auditeur choisira là où il veut écouter. À partir du moment où il y a un nouveau média, une nouvelle manière de propager le son, nous, on est là à écouter et à développer tout ça. Bon, merci beaucoup. Merci d'être venu, très sincèrement, Karim. On s'est parlé il y a quelques jours. Merci. Merci pour votre confiance. Jean-Éric Valli, le mot de la fin, mais je donnerai la parole à Serge et Anne-Marie pour conclure. Qu'est-ce que vous attendez de cette fin de saison? Quand même, les choses ont quand même bien avancé depuis ces derniers mois. C'est quand même le moins que l'on puisse dire. Ça, c'est un signal qui est quand même relativement positif. Jamais d'ailleurs, dans toute l'histoire de la radio, les choses ont avancé aussi rapidement. Allez-y. Je remercie les difficultés. Ouais. Parce que c'est ce qui nous rend plus solidaires, un peu plus intelligents aussi, parce que des fois on est très très cons quand même, faut le dire. Je dis pas trop fort, mais on le sait tous. Donc oui, moi je pense qu'on vit une période qui est vraiment passionnante. Ouais. On a un dialogue au sein des radios, mais aussi avec nos autorités de tutelle qui est beaucoup plus intéressant, qui est plus professionnel. On sent l'ARCOM très engagé sur… très au fait des dossiers. Vraiment, je l'ai dit au président il n'y a pas très longtemps, tout le monde sait que j'ai du mal à dire ce genre de choses. Donc c'était très très sincère. Ouais. Je crois qu'on a besoin dans un monde moderne d'avoir des interlocuteurs professionnels, tout simplement. Et c'est pas parce qu'on est dans les institutions qu'on plane à 5000 km de haut et qu'on ne doit pas être dans les détails. Donc voilà, je trouve que c'est une époque vraiment très intéressante. Ouais. Et pour terminer dans cette idée-là, j'invite tout le monde à regarder les chiffres des différentes études, parce qu'on a un espèce de préjugé. Jean-Michel, tu disais très bien tout à l'heure, certains croient qu'on a perdu d'avance. C'est vraiment… D'abord, c'est faux et c'est jamais, l'histoire se passe jamais comme ça. Donc, c'est faux. Par contre, on peut créer sa perte, évidemment. Si on y croit totalement, on finit par perdre, on perd les bras. On baisse les bras, pardon. On les perd peut-être pas, mais on les baisse. Oui, c'est un peu violent. Et voilà, donc regardons aussi de temps en temps les chiffres pour avoir la tête un petit peu plus froide. Regardons ce qui se passe dans d'autres pays. C'est intéressant de voir l'ambiance de l'auditeur, comment l'auditeur réagit. Et du coup, ça nous aide aussi à ne pas perdre de vue ce qu'est la radio. C'est un média extrêmement simple à écouter. Et comme c'est du son, il faut que, tant qu'à faire, on ait un son qui soit sympa. Ouais. Serge, c'est aussi votre avis, j'imagine? Oui, bien sûr. Ou que l'on opère la radio en Amérique latine, au fin fond de l'Afrique. Non, mais je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est quand même confronté à une réalité extrêmement brutale sur la scène internationale. Très brutale. Avec des situations tragiques, on en a parlé, et des luttes d'influence très fortes avec des médias étrangers qui ne respectent pas forcément les mêmes valeurs que nous. Donc, on a la chance de pouvoir produire des médias indépendants avec des rédactions aussi bien à Paris que localement. Il ne faut pas oublier qu'on est présent avec des rédactions localement. On a cette chance-là. La meilleure des choses, c'est de rendre ces contenus disponibles pour ces publics-là avec des moyens qui ne soient pas trop faibles, au contraire. Donc c'est vraiment notre souhait numéro 1, c'est de pouvoir continuer à distribuer ces contenus indépendants auprès du plus grand nombre et de pouvoir lutter, si ce n'est à armes égales, au moins avec des moyens suffisants par rapport à des concurrents pas forcément aussi respectueux que nous. Anne-Marie, vous avez débuté cette table ronde. Je vous laisse la terminer. Le mot de la fin, c'est qu'il faut écouter Erzen pour… Oui, c'est bien dans la vie, mais c'est pas ça l'objet. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on est en pleine
transformation du monde, on l'a tous senti, de notre pays et de notre média. Je pense qu'on n'imagine pas encore les transformations qu'on va vivre dans les 10 ans qui viennent, avec 2 batailles, je crois, vraiment importantes. La bataille du tableau de bord, on l'a évoqué tout à l'heure, là il y a vraiment un sujet où on va devoir vraiment lutter tous ensemble. Et puis le débat aussi de préserver, le combat de préserver aussi l'intégralité du média radio. Aujourd'hui, quand un auditeur écoute du podcast, il oublie parfois de citer le nom de la radio qui a diffusé ce podcast. Et donc, on a un vrai sujet là sur l'intégrité de nos radios également à préserver. Et puis, on va vivre une période qui ne sera pas facile, mais de mon point de vue, elle est vraiment pleine d'opportunités. Et si on est intelligent, comme le disait Jean-Éric, c'est-à-dire en l'occurrence vraiment soudé, on a toutes les chances de réussir. Je ne vois vraiment aucune raison pour lesquelles on ne réussirait pas. Ouais. J'avais juste oublié, effectivement, maxima culpa, cette association qui va être créée. Ben justement, vous parliez de collectif Union fait la force. Jean-Michel, 2 mots sur cette association pour terminer. Oui, on va être un peu transgressif. On peut nous dire aujourd'hui, vous êtes tous à fond pour le DAB, vous dites c'est formidable, on y va, on y croit, on est cible, mais pourquoi vous en parlez si peu sur vos antennes? Et donc là, il y a une question. Moi, je vais prendre notre cas et ça s'arrête globalement au fait de distribuer un récepteur DAB au plus vieux jeu radiophonique français, le jeu des 1000 €. Mais c'est pas du violent. Alors, j'ai l'habitude de dire, moi, je peux pas faire de la communication sur un produit qui est pas en magasin. Quand France Inter ne couvre que Paris-Marseille, je peux pas dire à la majorité des Français, écoutez ce qui est formidable et que vous pouvez pas écouter. Voilà. Donc là, ça va changer. Il y a une action, il y a plusieurs actions. Il y a l'action internationale. Il ne faut pas l'oublier de World DAB. Je salue Jean-Marc qui est ici et mon camarade de steering Jérôme qui est là-bas, qui est une action que vous ne voyez pas, mais qui est extrêmement puissante pour essayer de fédérer internationalement autour du DAB. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, en être membre d'ailleurs. C'est pas très compliqué. Il suffit de verser une cotisation. Et puis au niveau national, effectivement, il y a la création de cette association Ensemble pour le DAB. On a travaillé dessus, donc on est OK maintenant, ça va partir et on va se rapprocher de tous les acteurs. Et il va y avoir, pour ce qui nous concerne à Radio France, mais pas seulement nous, cette seconde phase du métropolitain, dans lequel les nationales vont toucher 50% des autoroutes et pas loin de 50, voire plus de 50% de la population française. Comme je le disais, quasiment les 40 premières agglomérations françaises. Donc je lance un appel aujourd'hui, un an avant, à nos camarades qui sont toutes les stations nationales, y compris les nouvelles entrantes, pour qu'on profite de cette occasion où on pourra dire maintenant, il y a plus de Français qui peuvent écouter que de Français qui ne peuvent pas écouter. Le produit est en magasin, donc on fait de la communication massive sur le sujet. Merci à tout le monde. On garde le même stream. Ça veut dire qu'on est toujours sur le même support, mais on va changer de plateau, si j'ose dire. Alors, c'est comme vous voulez, hein. Soit vous revenez dans la salle, soit vous restez ici comme vous voulez. Mais moi, je vais laisser ma place, c'est certain, à Jean-Marc Dubreuil. On en parlait il y a quelques instants, du World DMB, pour une étude sur le DAB+, en France, en Europe, j'imagine. Un état des lieux, peut-être. Un panorama aussi. Jean-Marc Dubreuil, donc pour le World DAB. Merci. Il y a un retour. Frédéric. Juste là-bas. Ouais, par contre, je vais me déplacer le truc de Towercast qui est juste devant moi. En fait. Alors, on va laisser la distribution des récepteurs avant que je ne commence. Juste pour votre information, le fabricant de récepteurs qui est là, c'est Muse. C'est un fabricant français. Donc, ils conçoivent tous leurs produits en France. Ils sont en bas. Allez les voir. Ils n'ont pas vu beaucoup hier de radio. Donc, allez les voir parce qu'ils font des produits. Et puis, vous avez Technisat aussi qui est en bas. Allez voir notamment le petit récepteur qu'ils font. On parlait de marketing. Ils font un petit récepteur qui a la marque Énergie dessus. Donc, c'est assez intéressant. Ils ont fait ça pour l'Allemagne. Et ils peuvent le faire pour 50 à 100 unités. C'est ce que j'ai discuté avec eux hier. Donc, il y a des choses rigolotes qui se font en termes de marketing au niveau international. Et puis, vous avez un troisième constructeur qui est bien connu, je pense, de la plupart d'entre vous, qui est Roberts, qui est également en bas. Bon, désolé, je fais un petit peu de pub pour les fabricants de récepteurs, mais c'est important et vous allez voir pourquoi lorsqu'on va parler du marketing du DAB+. Et alors, par contre, j'aimerais pouvoir avoir ma présentation en face de moi, si c'est possible. Voilà, donc on va parler du marketing du DAB+. Alors, déjà, je suis désolé parce qu'on a assez peu d'écrans ici.
et donc il va être difficile pour vous de voir certains des chiffres. Alors vous avez beaucoup entendu aujourd'hui parler de chiffres. Alors par contre j'ai un petit peu trop de bruit en fond, donc c'est possible pour de pas trop parler derrière, là ça serait cool. Donc on va parler du marketing. Ouais, on va parler du marketing. Alors je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que le marketing, hein. Ça c'est clair, je n'ai pas du tout cette ambition et je pense que j'en ai même pas les compétences. Par contre, ce que je peux faire de manière assez simple, c'est partager ce qui se passe dans les autres pays. C'est assez important parce qu'il y a des bonnes idées et je pense que reprendre les bonnes pratiques de ce qui se passe dans les autres pays est toujours une bonne idée. Il y a des choses qui sont faites et qui fonctionnent. Donc on va en fait partager la présentation en plusieurs parties. Je vais vous faire déjà un petit état des lieux sur le DAB+. Alors vraiment très, très, très bref. Vous allez voir, on a parlé beaucoup de chiffres tout à l'heure. Je vais remettre un petit peu ces chiffres en perspective au niveau international et au niveau français. Après, on va parler de la manière dont le marketing est abordé au niveau international avec des exemples qui seront assez parlants, je pense. J'espère, pour vous et qui devrait vous inspirer dans la manière d'aborder le DAB+. Comme je disais, je ne suis pas là pour vous expliquer ce que c'est que le marketing. Par contre, il y a des certitudes. Je ne vais pas reprendre ce qui a été déjà dit dans les différentes présentations qui ont eu lieu hier et aujourd'hui. Mais il y a un point qui est très, très important, c'est que le DAB+, en fait, fait partie d'un écosystème que vous contrôlez. Et ça le contrôler, cet écosystème, Sybille Veil en a parlé hier, donc elle parlait vraiment de l'écosystème de la radio. Il faut étendre cet écosystème. On n'est pas du tout sur le même planning lorsque l'on parle de la radio ou lorsqu'on parle de fabricants de récepteurs. Lorsqu'une radio peut changer, par exemple, son programme d'une semaine sur l'autre, lorsqu'on est un fabricant de récepteurs, il faut 4 à 8 mois pour faire venir ces produits d'Asie et les mettre sur les étagères chez un distributeur. Donc, prenez ça en considération. Lorsque vous allez faire du marketing, il faut aligner en fait la totalité des acteurs. Donc, il faut étendre cet écosystème. C'est peut-être le point le plus important en fait de toutes les discussions qui ont eu lieu depuis hier. C'est comment on travaille ensemble, mais pas uniquement au sein de la radio, mais au-delà. Bien au-delà de la radio, mais travailler avec les distributeurs, les Fnac, Darty, Auchan, Carrefour, mais également les fabricants de récepteurs qui ont des contraintes physiques pour amener des récepteurs dans les magasins. Si on regarde où on en est dans le DAB+, je vous aurais montré cette carte-là il y a 7 ans. Alors, je sais, il va falloir prendre des jumelles pour voir ce qu'il y a sur ces slides, sur ces panneaux. Mais il y a 7 ans, vous auriez eu 2 pays qui étaient en bleu. Vous auriez eu la Suisse et la Norvège. Jean-Michel parlait de la Norvège tout à l'heure et du DSO, ce qu'on appelle le DSO chez nous, donc l'arrêt de la FM. Vous auriez eu 2 pays. 7 ans plus tard, vous avez une carte qui est très, très bleue. Avec globalement tous nos voisins et nous-mêmes, bien sûr, qui sommes en train de déployer le DAB+. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose qui est anecdotique. Ça se passe dans tous les pays et on aura un petit témoignage de Philippe tout à l'heure pour la Suisse romande. Donc, il va nous parler de ce qui se passe en Suisse à la fin de cette présentation et de vous donner peut-être de manière un peu tangible ce qui se passe également en Suisse. Donc, on l'a partout et vous voyez qu'on a étendu un peu l'Europe puisqu'on va jusqu'à l'Australie. La carte en bas, c'est l'Australie, donc qui déploie le DAB+, et on fait de la promotion à travers le monde entier. Si on regarde maintenant quelques chiffres, donc je disais que j'allais couvrir quelques chiffres, il y a des choses très très simples que l'on peut regarder. Le nombre de récepteurs en France, DAB+, actuellement, c'est 6 millions. Donc, c'est loin d'être négligeable. Très loin d'être négligeable. Il faut savoir qu'il se vend à peu près 2 millions de véhicules par an, un peu moins parce qu'il y a pas mal de problèmes de contraintes sur les véhicules. 2 millions de véhicules par an qui sont vendus en France. Maintenant, plus de 90% de ces véhicules sont équipés en standard, ce n'est pas une option, en standard du DAB+. Donc, tous les véhicules neufs, ça devrait être 100%, c'est la loi. Au niveau européen, tous les véhicules neufs doivent intégrer le DAB+. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que si vous regardez les récepteurs domestiques, Jean-Éric, tout à l'heure, parlait de plusieurs millions de récepteurs. Je crois qu'il a 17 millions. Je pense que c'est un petit peu gros comme chiffre par an qui sont vendus en France. Il y a, sur les récepteurs domestiques, il y a 2 500 000 récepteurs, 2 600 000 récepteurs, ce qui est loin d'être négligeable à nouveau, qui sont vendus tous les ans. 2 600 000 récepteurs, il n'y en a que 16% qui intègrent le DAB+. Il n'y en a que 16%. Pourquoi? Parce que l'auditeur, l'acheteur, il ne sait même pas ce que c'est que le DAB+. Donc ça, c'est un chiffre qu'il faut garder en tête quand même. Il y a beaucoup de récepteurs qui sont vendus.
La France est le premier marché, européen du récepteur en Europe. Malheureusement, ce sont que des récepteurs à 84%, que des récepteurs FM. Donc ça, c'est quelques chiffres en fait qu'il faut garder en tête. Il y a un sacré boulot à faire pour aller convaincre et déjà informer l'auditeur et l'acheteur de récepteurs qu'il peut acheter un récepteur DAB+, et que le DAB+ existe. Si on regarde après la voiture, on a beaucoup parlé de la voiture depuis hier. Il y a un truc qui est très important. On a fait une étude auprès de 6000 personnes. Donc, ce n'est pas une petite étude. Donc, le World DAB a fait une étude auprès de 6000 personnes dans plusieurs pays, dont la France. Qu'est-ce que nous disent ces acheteurs de véhicules? Ce sont des personnes qui vont acheter un véhicule ou qui viennent d'acheter un véhicule. Donc, ils ont vraiment l'intention d'acheter un véhicule. Si la radio n'est pas dans le véhicule en standard, je parle bien de la radio telle que vous la connaissez, hertzienne, si elle n'est pas en standard dans le véhicule, ça peut remettre en cause son achat. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de discussions avec les constructeurs automobiles sur le fait qu'ils voulaient retirer la radio et passer uniquement sur l'Internet, tout Internet. Non, ça n'est pas vrai. Et alors, je ne sais plus qui mentionnait ça tout à l'heure, je crois que c'était Jean-Éric également. Les constructeurs automobiles, ils écoutent ce que disent leurs acheteurs. Et leurs acheteurs, ils leur disent ça. Je veux avoir le bouton de radio dans ma voiture. C'est fondamental. Vous pouvez utiliser ces chiffres-là. Moi, je les ai fournis à tous les constructeurs français. Donc, ils les ont. J'ai essayé de couvrir largement ces constructeurs français. C'est important de leur rappeler que leurs acheteurs veulent avoir la radio dans leur véhicule. Autrement, ils ne l'achètent pas. Donc, vous voyez, ça touche directement au porte-monnaie. Alors là, ils vont vraiment aller très, très vite pour dire « OK, je le laisse ». Et ils ont des problèmes avec Google, d'ailleurs, pour avoir la radio dans les véhicules. Voilà, ça, c'est un petit peu l'environnement tel qu'on le voit au niveau européen. Si on regarde maintenant les objectifs du marketing spécifiquement, la première chose en fait qu'il faut faire, c'est de garantir la satisfaction de l'auditeur. Alors, je discutais hier avec Raphaël Hérault, je disais que dans ma voiture, j'ai un adaptateur DAB+, et je ne reçois pas très bien les différentes radios. Donc, il y a des problématiques qu'il faut considérer également sur l'expérience utilisateur. Ça, c'est très clair. Mais on sait qu'avec les nouveaux véhicules, l'expérience est excellente. Donc, il va falloir jongler un petit peu en termes de marketing. Jean-Michel mentionnait tout à l'heure, on va pouvoir communiquer. Radio France va pouvoir communiquer parce qu'il va y avoir 50% de la population qui sera couverte avec le métropolitain. Donc, France Inter, etc. pourront communiquer sur leur chaîne. Sur leurs antennes, pardon. Donc, tout ça, ça va arriver, mais il va falloir avoir un message qui soit construit de manière à ce qu'on ne déçoive pas l'auditeur. Il va falloir assurer également la visibilité et la reconnaissance du terme DAB+. Alors, on va voir comment on peut le faire, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et le premier élément, ça va être bien sûr le logo. Créer cette notoriété auprès du grand public, ça va se faire, bien évidemment, auprès de toutes les populations à travers la publicité, à travers les récepteurs. Tout à l'heure, il était mentionné les designs de récepteurs. Allez voir ce qu'on a sur notre stand juste en bas et vous allez voir qu'il y a des designs qui sont hyper cool en termes de récepteurs qui peuvent attirer tous les types de populations. On a parlé des taxis tout à l'heure, et RMC parlait de taxis qui ne savent même pas qu'ils ont le DAB+ dans leur véhicule. Il va falloir leur apprendre et leur dire que les nouvelles voitures, vous appuyez sur un bouton, vous avez le DAB+. En fait, ils devraient même l'ignorer, mais ce n'est pas parce que ça devrait basculer automatiquement sur le DAB+. Donc, on travaille énormément au sein du World DAB pour s'assurer que le DAB+, la radio, soit centrale au sein du tableau de bord. Alors, juste, je fais un petit peu de pub. Le 22 juin, on a une session spécifique sur le DAB+, et le monde de l'automobile. Vous pouvez y assister. L'enregistrement est gratuit. Vous pouvez venir à Londres ou le voir en ligne et vous saurez tout ce que l'on fait avec le monde de l'automobile pour s'assurer que la radio soit au centre du véhicule. C'est fondamental pour vous, c'est fondamental pour nous. Je parlais des récepteurs tout à l'heure. Il va falloir augmenter les ventes de récepteurs DAB+. À 16%, c'est inacceptable. En Allemagne, ils ont fait beaucoup de communication sur le DAB+. Plus de 50% des récepteurs, 50% sont maintenant avec le DAB+, récepteur de domicile, avec le DAB+ intégré dedans. Voilà. Et puis, une fois qu'on aura fait tout ça, il va falloir continuer à communiquer. Ça ne peut pas être une communication unique. Ça va être une communication qui s'inscrit dans le temps. C'est comme ça qu'il va falloir travailler. Si on regarde le fonctionnement dans tous les pays, il est assez simple, en fait. La couverture, ça a été mentionné dans les différentes tables rondes. Jean-Michel, parce qu'il est juste en face de moi, donc l'a mentionné tout à l'heure, il faut un minimum de couverture. Donc, ça commence par ça. Dans tous les pays, ça commence par ça, la couverture. On parlera de la Suisse tout à l'heure. Ils ont commencé il y a 15 ans à déployer le DAB+. Et c'est maintenant qu'ils se posent la question de savoir ce qu'ils vont faire avec la FM. D'accord ? Une fois que vous avez la couverture, vous avez le contenu. Je ne me fais aucun souci pour la France, le contenu, on l'a. Il n'y a aucun souci.
Il faut des récepteurs. Les récepteurs, il y a le choix. Il y a 5 ans, quand je discutais avec certains d'entre vous, il y avait 5 récepteurs qui se battaient en duel. On avait globalement un acteur majeur qui était Pure, qui vendait des récepteurs, et tous les autres étaient inexistants. Maintenant, vous avez des centaines de récepteurs qui sont disponibles. Dans les véhicules, c'est résolu. Vous avez 100% des véhicules qui sont intégrés, qui intègrent le DAB+ en standard. Et puis donc, une fois que tout ça est réalisé, une fois que tout ça est fait, on peut parler de communication. C'est à ce moment-là qu'on peut parler de communication. Et c'est à cette étape-là que l'on est actuellement en France, notamment avec la création de cette association. Donc, il y a plusieurs étapes, comme je disais. La première étape, c'est le logo. Donc, le logo, sur la slide d'après, merci. Logo, donc le logo DAB+, utilisez-le. On a une chance phénoménale. C'est un logo qui est libre de droit. Il a été créé par nos voisins allemands. C'est un logo qui est libre de droit. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec. Il faut garder sa forme. Vous ne pouvez pas le déformer. Il est utilisé de manière assez large en France maintenant. Mais surtout, il est utilisé de manière internationale. Et donc, si on passe les slides suivantes, donc on voit des exemples d'utilisation de ce logo. Vous avez des kits pour l'intégrer dans vos outils de communication. Ça, je peux vous les fournir. Vous avez, sur la slide d'après, vous avez également un exemple en République tchèque, etc. On peut défiler les slides assez rapidement. Voilà, vous avez plein d'exemples de différents pays sur l'utilisation de ce logo DAB+. Là, vous avez l'exemple de l'Allemagne. Vous avez d'autres exemples encore qui viennent derrière. La Suisse, dont on va parler tout à l'heure, donc qui utilise également ce logo. Vous avez l'Italie maintenant. Donc, tous les pays qui avaient des logos, qui étaient des logos spécifiques, sont maintenant coordonnés autour d'un seul logo, qui est ce logo DAB+, que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous vous posez des questions, savoir comment l'utiliser, contactez-nous, parce qu'on va pouvoir vous aider. Dernier exemple, c'est l'Australie. Vous voyez, on va loin. En Australie également, ils utilisent ce logo, alors qu'ils avaient un logo carré complètement différent. Donc, c'est ça, en termes d'image de marque, ça permet d'avoir des économies d'échelle, une identité visuelle commune que l'on peut retrouver au sein des radios, sur vos sites web, sur les récepteurs. Donc, tout ça, ça va pour l'utilisateur final, pour l'acheteur, pour votre auditeur. Ça va représenter une seule identité visuelle qui va pouvoir reconnaître partout, dans toute la chaîne, dans tout l'écosystème dont on a parlé tout à l'heure. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va parler du marketing et des exemples de communication croisée. Je crois que le terme qui avait été utilisé par le président du CSA hier, c'était la collaboration. Si on peut passer à la page d'après, merci. C'était la collaboration ou la fédération en fait des énergies. On a beaucoup parlé de collaboration, de travailler ensemble. Je crois que tout le monde l'a mentionné. Et donc, c'est exactement ce que l'on voit dans tous les pays. Je mentionnais tout à l'heure qu'il faut aller au-delà du cercle radio. Il faut inclure les fabricants de récepteurs. Il faut inclure le monde de la distribution. Parce qu'on a besoin d'eux pour avoir une communication qui a un effet de levier entre la communication que vous allez avoir sur les radios et la communication qu'il va y avoir dans les magasins, les produits qui vont être sur les étagères, parce qu'il ne faut pas l'ignorer. Donc, il y a des stratégies en fait marketing qui ont été mises en place dans tous les pays où toutes les radios en fait ont oublié leurs différences, ont oublié qu'elles étaient des compétiteurs sur le marché, elles ont travaillé ensemble sur ce qui les rassemblait. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo qui est juste derrière, si on peut la lancer. Wij zijn er altijd en overal. Bij je thuis, op de fiets, in de auto. Wij laten je lachen. Vertellen je wat er in de wereld gebeurt. En draaien jouw favoriete muziek. Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen. Je ziet ons niet. Maar je hoort ons wel. Luister nu naar de digitale radio van morgen. Je hoort ons allemaal op DAB+. Het nieuwe geluid van radio. De radios qui sont concurrentes aux Pays-Bas et qui se sont regroupées pour passer le même message. Vous pouvez écouter la radio sur le DAB+. Ça marche extrêmement bien. On parlait de synergie, on parlait de fédération, de collaboration. C'est exactement ce qui se passe ici avec cet exemple de vidéo. On va prendre un autre exemple. Alors, on va prendre un des 3 exemples d'audio qu'il y a ici. Vous avez l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne qui ont été créés de manière collaborative entre toutes les radios, un peu comme Radio Player. Là, j'ai Yann qui est juste en face de moi, qui a globalement le même message, qui est sur toutes les stations qui utilisent Radio Player et qui diffusent exactement le même message. C'est globalement, retrouvez-nous sur Radio Player. On a la même chose ici, c'est retrouvez-nous en DAB+. Voilà, donc un message unique, une campagne de publicité avec une identité, dans ces cas-là sonore, qui est la même, quelle que soit la radio qui utilise cette identité sonore. Ça permet en fait de fédérer à nouveau.
Si on passe à la page d'après, bien sûr, on ne peut pas ignorer les réseaux sociaux. Là, je vais vous donner quelques exemples de ce qui se passe à nouveau de manière collaborative sur les réseaux sociaux. Vous avez l'Italie. Ici, c'est un exemple de publicité. Alors, je sais qu'il faut prendre les jumelles pour voir un petit peu ce qui est écrit. Si on passe à la suite, vous avez la même chose au niveau allemand. Et ce qui est également très intéressant, on a parlé de l'Angleterre tout à l'heure. Jean-Éric Valli faisait mention de l'Angleterre. Donc, j'ai une vidéo également sur l'Angleterre, si on peut la lancer. Donc, c'est une vidéo où ce sont les radios qui sont mises ensemble pour faire de la communication sur les réseaux sociaux en Angleterre. Pas le logo DAB+ dans le passé et vous retrouvez maintenant le logo DAB+ dans toute leur communication. Donc ça, c'est assez intéressant. Et vous avez vu tous les noms des radios qui se sont affichés sur cette communication qui est gérée de manière à nouveau commune entre toutes les radios. Et enfin, dernier exemple sur le DAB+, dernière vidéo sur la Belgique qui a même fait de la communication en extérieur sur le DAB+. Si on peut essayer de lancer également la vidéo. Ici. Voilà. Et dernière, on passe à la page suivante, et comme on parle d'extérieur, de communication extérieure, donc vous avez le cul d'un camion ici, et vous avez des panneaux DAB+ qui sont affichés. Donc en gros, l'idée, c'est d'avoir une identité visuelle, une identité sonore, une identité même de vidéo, où vous martelez le même message. Et surtout, vous ne parlez pas de technologie. Quelqu'un parlait de tuyau tout à l'heure, donc c'est la personne de RMC, je ne me rappelle plus de son nom, la personne de RMC, donc on ne parle pas de tuyau, il ne faut pas parler de tuyau, il ne faut pas parler de technologie. Alors moi, je suis ingénieur au départ, donc j'adore parler de technologie, d'accord, mais il ne faut pas parler de technologie, il faut parler de ce qu'apporte le DAB+ pour l'auditeur. C'est ça, en fait, qui fonctionne dans les autres pays. Qu'est-ce que m'apporte le DAB+? Ça peut être plus de programmes, mais un truc qui est assez intéressant, en fait, qu'adorent les auditeurs, c'est la facilité d'utilisation d'un poste récepteur DAB+. Ils recherchent sa station avec son nom. Et enfin, on a parlé d'étendre cette communication au-delà du monde de la radio. Donc, si on peut avancer dans les slides. Donc, on parle du réseau de distribution, en l'occurrence. Alors, c'est très petit, mais globalement, ce qui se passe, ici, c'est un exemple aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, lorsqu'ils lancent des campagnes de pub à la radio ou à la télé, vous avez les mêmes messages qui sont repris dans les magasins. Là, vous avez des logos DAB+ partout sur les étagères de ces magasins aux Pays-Bas. Vous retrouvez le même genre de publicité en Allemagne, donc sur la page d'après. Alors, il faut savoir qu'en Allemagne, ils vont même beaucoup plus loin, puisqu'ils font la formation de tous les vendeurs qui sont présents dans les magasins. C'est 3000 visites de magasins qui ont été faites l'année dernière, parce que le vendeur, il est comme tout le monde. S'il n'est pas formé, il ne sait pas ce que c'est que le DAB+, il ne sait pas ce que ça va apporter à la personne qui va venir et qui doit acheter un récepteur en 30 secondes. Donc, il va falloir aussi former les vendeurs en magasin. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais je pense que l'association qui vient d'être annoncée va pouvoir gérer ce genre de choses. Mais il va falloir inclure les distributeurs, je l'ai dit et répété, il faut étendre l'écosystème. Alors ça, c'est bien sympa. Donc, il y a plein de choses qui se passent chez nos voisins, mais est-ce que ça a des résultats? En fait, là, je vous donne les résultats sur 2 pays, sur la page d'après. Donc, on a les résultats en Belgique. Alors, tout commence par un élément fondamental. Il faut mesurer. Il faut commencer par avoir une base. Donc, on mesure la notoriété, on mesure l'audience en DAB+, on mesure la part de marché. 4 ans d'expérience en Belgique, ici sur les chiffres belges, et on voit qu'ils ont commencé à mesurer où on en était, la notoriété. Ils ont fait leur pub dans tous les canaux possibles et imaginables, et ils ont regardé quelle était la notoriété du DAB+, et les résultats sur les ventes de récepteurs. Donc, on voit immédiatement les résultats, avec une notoriété qui est passée ici de quelques dizaines de pourcents à plus de 78% du DAB+, en 4 ans. On passe quasiment de moins de 20% à plus de 78% à l'espace de 4 ans. Et ça, c'était non aidé. Quand on dit « est-ce que vous connaissez le DAB+, on est à 86%. Ça, c'est un exemple. L'écoute en DAB+, elle, est passée de 4% en 2018 à 22%. Parce que l'auditeur découvre que le DAB+ existe et va l'écouter.
Et après, il va retrouver tous les avantages du DAB+. Et vous avez également les parts de marché en digital par rapport à l'analogique, avec, de manière assez intéressante, le DAB+, en numérique, qui est la première plateforme de distribution de la radio. Ça, c'est l'exemple pour la Belgique. Et on a le même exemple pour l'Allemagne. À nouveau, il faut prendre une loupe. Mais vous avez les parts de marché, avec une évolution qui passe de 5 à 12%. Vous avez le taux d'équipement qui passe de 15 à 28%. Et vous avez l'écoute. Lorsqu'un auditeur a un poste récepteur en DAB+, on est passé de moins de 30% à plus de 40% en l'espace de 4 ans de l'écoute de la radio en DAB+ à domicile. Voilà, ça sont des exemples en fait d'un marketing qui a délivré des résultats. C'est ça qui est important. Et si on conclut en fait cette présentation, donc il y a plusieurs éléments qu'il faut retenir. Dans tous les pays où ça a fonctionné, donc on avait ce qu'on appelle les 5C chez nous, donc la couverture, les véhicules, les récepteurs et la communication. Donc le marketing cross-média à tous les niveaux est fondamental. On crée de la notoriété, on crée de l'audience et on voit les parts de marché qui changent. Il faut se concentrer sur les avantages du DAB+, et non pas sur la technologie, pas sur les tuyaux, mais sur ce qu'il apporte à l'auditeur. Vous avez un logo, utilisez-le de manière intensive. Il est là, il est libre de droit, vous pouvez avoir une signature en dessous, il n'y a aucun problème. Vous pouvez générer également des campagnes communes, comme on l'a vu avec la radio player, des campagnes communes en DAB+, c'est ce qui a permis d'accroître cette notoriété. C'est cette collaboration, cette fédération, aussi bien dans les airs que dans les magasins ou dans la rue, comme on a pu le voir, qui ont permis d'accroître cette notoriété. Et enfin, un dernier point, je vais faire la pub pour le World DAB. On a des réunions trimestrielles avec tous les acteurs marketing dans tous les pays et on partage les bonnes pratiques. Donc, rejoignez-nous. Voilà pour couvrir les exemples de ce que le marketing du DAB+ peut vous apporter, de ce que vous pouvez apprendre des autres pays. Et je vais donner la parole à Philippe, qui va vous parler en 2 minutes de ce qui s'est passé en Allemagne. Ça va être en Suisse. C'est un bon résumé, en fait, de l'évolution du DAB+ dans ce pays et notamment de ce qui s'est passé en termes de marketing et de la planification qui est nécessaire pour vraiment avoir des résultats. Vas-y, tu mets là. Merci, monsieur, qui veut me parler. Bonjour, je vous donne juste un chiffre. Aujourd'hui, la FM en Suisse est écoutée par 25% de la population. 25, on est tombé à un quart. Il y a 6 ans, c'était encore 51%. Donc, on a travaillé extrêmement longtemps et je confirme ce qui a été dit dans le panel ce matin, il faut donner du temps au temps. Une association telle que celle qui a été créée avant-hier, elle existe chez nous depuis 2014, 8 ans. Et il y a 8 ans, nous nous sommes fixés des objectifs. On arrête la FM le plus vite possible, mais au plus tard en décembre 2024. Et nous avons renoncé à l'étape rapide, tout simplement parce que nous n'avons pas donné de temps au temps et la politique nous a rattrapés. Ce sont des politiciens, des députés qui ont freiné des 4 fers pour faire en sorte que la FM perdure encore. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que le marketing doit exister, mais à tous les niveaux. C'est pas seulement de la pub. C'est contact avec la politique, contact avec les garagistes. Il faut former les garagistes comme l'Allemagne forme les vendeurs. Il faut convaincre les grands distributeurs de renoncer à vendre des appareils FM. Mais pour ça, il faut être crédible. Il faut avoir une vraie couverture, évidemment, en DAB+. En Suisse, il n'y a plus qu'un seul grand distributeur qui vend des récepteurs FM, c'est la FNAC. Tous les autres, c'est terminé. Oui, c'est un peu malheureux. Et voilà. Et puis, il faut aussi tenir compte des régions. On ne l'a pas fait. Genève, c'est une enclave suisse en France. Il y a un minuscule bout de terrain de 2 km de large qui relie la Suisse à Genève. Et à Genève, on a la moitié encore seulement des résultats DAB+, du reste de la Suisse. Genève est aux environs de 20% d'écoute DAB, alors que la Suisse est à 39%. Donc aujourd'hui, et c'est récent, ça date de l'année dernière, la FM a passé en dernier 25%. L'écoute Internet est quand même encore importante. Elle a augmenté aussi, puisqu'elle est de 37%. And who is the winner? C'est le DAB avec 38%. Mais encore une fois, il faut donner du temps au temps. Il y a 8 ans, nous avons signé un accord. Les premières diffusions DAB+, c'est 2006. Les radios régionales, commerciales, privées, c'est 2014.
Donc, n'allons pas trop vite, n'allez pas trop vite, c'est la seule chose que je peux vous dire à l'heure actuelle, sinon il y aura des coups de frein. Et puis, il faut vraiment un marketing tous azimuts. Hein. Tu as dit tout à l'heure les 5C, la politique, les distributeurs, les associations, parce que les associations de consommateurs vont dire, mais vous faites quoi avec les anciens appareils, ça coûte trop cher, etc. Il y a toute une série de partenaires à mettre en route et à convaincre et à gagner. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est possible, ça bouge. Il faut prendre le temps et il faut en parler. Il est clair que si vous n'en parlez pas sur vos ondes, il ne se passera rien du tout. Et aujourd'hui, je peux juste vous dire, et je peux, si vous le souhaitez en parler plus en détail avec vous, mettre en place une véritable stratégie tous azimuts pour parvenir aux objectifs. Merci. Voilà, c'était un exemple en direct live de ce qui s'est passé en Suisse. Alors, on a beaucoup parlé de chiffres. Il faut savoir que nous, on publie tous les chiffres sur les DAB+, avec toutes les sources, c'est important. Donc, vous avez tous ces chiffres qui sont publiés. On va avoir, vous pouvez retrouver cette plaquette en bas. On a le taux d'équipement dans tous les pays, etc. Il faut être factuel. Vous pouvez récupérer ces chiffres sur notre site web où, donc, comme je disais en bas, on a une mise à jour annuelle qui va avoir lieu dans quelques semaines sur le taux d'équipement, sur les écoutes, etc. Donc, il faut être très précis sur les chiffres et ne pas se laisser embarquer, notamment par les personnes qui vous disent ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne très, très bien. Ça avance et ça va avancer en France. Voilà. Et si vous voulez avoir une copie de cette présentation, parler de marketing, parler de la participation aux activités marketing du World DAB, contactez-moi. On est juste en bas donc avec Bernie pour discuter avec vous. Voilà. Alors, je ne sais pas où est Frédéric, mais je crois qu'il y a une table ronde qui suit celle-là. Et on a perdu. Non, il est là, il arrive, Frédéric. Voilà. Merci Jean-Marc. On va revenir dans quelques instants, dans 5 ou 6 minutes, me semble-t-il, pour le coup d'envoi de la nouvelle, la 4e et dernière table ronde qui sera consacrée donc au challenge du son, aux enjeux communs et aux futures batailles. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.